Salut tout le monde, bienvenue à une édition spéciale de ce podcast. Une édition spéciale parce que c'est une édition qui durera pas dans le temps, dans le sens que ça va être intéressant d'écouter là cette semaine, mais sinon après ça, il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce que on parle avec Charles Jourdain ainsi que Olivier Aubin-Mercier de l'événement télé à la carte UFC 249 qui est ce samedi. Donc, après ce samedi, écouter des previews de combats qui sont déjà passés, c'est plus ou moins intéressant. Donc, ça fait pas vraiment partie de ma série de podcasts habituelle. Je dirais que c'est un petit peu un hors-série parce que ça me tentait de jaser avec ces deux gars-là. Je sais qu'ils connaissent beaucoup ça. Bon, ils pratiquent ce sport-là. Et moi, je m'intéresse beaucoup à ce sport-là. Et je suis également extrêmement excité qu'il y ait un événement parce que là, on est en confinement, il n'y a rien qui se passe et tout ça. Et là, pour une fois, on a quelque chose à regarder, on a quelque chose à écouter qui est live. J'aimerais quand même préciser que je trouve ça relativement irresponsable comme événement. Je trouve que je ne sais pas comment ils vont faire ça, en fait. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir tenir une certaine distanciation sociale au niveau des techniciens et tout ça. Évidemment, au niveau des combattants, ils peuvent pas. La distanciation sociale, 2 mètres entre deux combattants, ça donne des combats assez plates, quoi, qu'on en a déjà vu. Là, je pense à Derek Lewis contre Francis Ngannou. Il aurait pu garder la distanciation sociale, ça aurait fait la même chose. Mais tout ça pour dire que j'approuve pas nécessairement cet événement-là, mais en fan de UFC, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais l'écouter pareil. Je sais que c'est cave, là. Je sais que je devrais pas faire ça, je devrais pas encourager ça. Je vais le pirater, par exemple. Je vais lui dire tout de suite, je vais pirater ça, je veux pas encourager Dana White là-dedans, mais je suis content. Je suis content. Ça me fait quelque chose d'écouter. Et d'ailleurs, j'ai lu un article c'est très important d'avoir de l'anticipation pour certains événements en confinement. Ça permet d'avoir de l'espoir. Donc, pour moi, le UFC 249, c'est de l'espoir. Donc, je prends ce qui passe et on va aller jaser de tout ça avec les deux gars. Si vous aimez le podcast, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur le Patreon. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés Patreon depuis mon dernier podcast où j'ai dit que sans les Patreons, j'aurais arrêté. Tout d'un coup, il y a des gens qui s'abonnent, donc c'est une bonne nouvelle. Si vous voulez vous joindre à tout ça, vous êtes les bienvenus. Donc, ce podcast-là, je vais le donner aussitôt qu'il va être prêt pour les membres Patreon. C'est probablement le mardi. Et sinon, pour les autres, ça va être le jeudi. Donc, c'est une petite exclusivité pour les membres Patreon, là, de pas beaucoup de jours quand même. Là, mais je vous rassure, les membres Patreon, ce ne sera pas mon podcast du mois. Mettons, je vais en avoir un autre. Il va en avoir un autre au mois de mai. Donc, voilà, on va aller écouter nos commentaires, nos analyses sur le UFC 249. Je répète, si ça vous intéresse pas la UFC, si ça vous intéresse pas les arts martiaux, c'est pas un podcast pour vous autres. Quoi qu'on va jaser un petit peu au début avec les gars, jaser un peu de leur vie respective, mais le but du podcast, c'est quand même de jaser de l'événement qui s'en vient ce samedi. Donc, on s'en va écouter ça. Salut les gars, Charles R. Jourdain, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ouais, en passant, petite affaire, t'es-tu vraiment un fan de Jordan ou c'est juste parce que le jeu de mots était le fun? Michael Jordan, ben là, en ce moment, sur Netflix, ils ont sorti un documentaire sur lui, fait que j'étais en train d'apprendre tout plein d'affaires. Mais non, c'était vraiment avec Air Jourdain. Il y a quelqu'un qui m'avait donné ce nickname-là après un fight, après mon premier combat professionnel. Je me dis, OK, ça sonne bien, mais là, plus ça avance, plus je me dis, oublie ça, man, si jamais je veux me faire un brand, je vais me faire niquer par une armée d'avocats. Il n'a pas l'air fin, il n'a pas l'air super smart, Michael Jordan. Ouais. Mais c'est intéressant ce documentaire-là, pour vrai, on apprend que, tu sais, être great, ça vient des fois avec une attitude, mais pas tout le temps. Faut que tu sois déconnecté, il faut que tu sois... parce que t'es pas comme les autres. Fait que, tu sais, indirectement, les gens vont dire, t'es fou, t'es bizarre. Mais n'importe qui est, tu sais, je pense que c'est Vincent Van Gogh qui avait dit « J'aimais mon art au point d'en perdre la tête. » Puis, tu sais, quand t'es numéro 1 dans quelque chose, il faut que tu sois un petit peu dérangé. Hein. Ouais, Jordan, c'est win, 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 win. Puis si t'es pas dans le clan win... non, il va pas te faire un câlin. Là. Tu le vois parler à ces gars, là, puis lui, c'est un leader. Là. Ouais, c'est quelque chose. Ça prend une mentalité spéciale pour être great. Fait que non, c'est vraiment bon en plus comme documentaire. Ouais, c'est à chaque jour, mais c'est genre 50 minutes.
Je m'assois sur le vélo, je fais mon 50 minutes, puis je check ça. Je déteste faire du vélo, je déteste faire du cardio. Je trouve ça tellement plate. Mais au moins, j'écoute Jordan. Mais c'est bon, t'écoutes Jordan, qui est The Great One, puis là, t'es comme, ah non, j'ai pas le choix. Il faut que je le finisse. Mon vélo, il va m'engueuler. Il va sortir de l'écran, puis il me bully. Il va te pogner, man. Hey, Olivier Aubin, merci. The Canadian Gangster qui est là aussi. Salut, Olivier, dans son décor champêtre. Ça va, mon gars? Ouais. Ben, relax. Dans mon lit, j'ai l'air d'être en vacances. T'es sûrement le fighter le plus relax en ce moment. T'es dans un chalet en ce moment, c'est ça? Ouais, non, j'ai comme volé le chalet à mes beaux-parents. Ouais, non. C'est vrai que ça fait gangster. Ben ouais. J'ai comme taxé le chalet de mes beaux-parents. C'est vrai que ça fait Canadian Gangster, en fait. C'est voler un chalet champêtre. Ouais, mais je suis sûr que le Canadian way de voler, c'est s'il te plaît, est-ce que je pourrais emprunter? Ben, c'est un petit peu ça qui est arrivé, là, en fait. Là. Mais non, c'est ça. Moi, je revenais du Costa Rica il y a comme un mois et demi. Là. Puis, tu sais, au lieu de faire la quarantaine chez nous à Montréal, on a décidé d'aller au chalet parce que, bon, je pense que ça allait être moins aliénant. Là, puis, on a bien fait. Tu sais, là, on est ici, puis c'est plus facile de s'entraîner. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde ici. Fait que, on peut aller courir, on peut faire qu'est-ce qu'on veut vraiment dehors. Là. Tandis qu'à Montréal, j'ai l'impression que tu te fais encore lancer des regards weird. Mais je pense que c'est en train de changer là, présentement. Là, mais, c'est une espèce de drôle de climat là, quand même. Là. Les gens sont snitch, mais en même temps, ils respectent pas la distanciation sociale. Les deux, là, les deux clans qui s'affrontent, on dirait que ceux qui sont au centre trouvent ça un peu lourd, tout ça. Là. Mais ouais, qu'est-ce qui se passe pour toi, Olivier? Là, toi, PFL, c'est cancellé, carrément, c'est ça? Yes, ouais, j'ai pas de Fight Island comme Charles. Bon, ben, ciao Charles, man. Charles est parti. Ok, je suis là. Okay. Mais non, j'ai pas de Fight Island, moi, mais ils ont cancellé ça. Mais il y avait des combats prévus, genre en décembre, puis ils ont même cancellé ça, parce que ça se peut, là. Ça se pouvait, mettons. Mais les autres, ils voulaient venir au Canada cette année pour la première fois. Ouais. Puis finalement, ils ont cancellé ça assez rapidement. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ils vont remettre la saison. Ils ont cancellé cette saison-ci, fait qu'ils vont. La prochaine saison, ça va être en 2021. Mais quand tu parles de saison, vite, là, la saison, est-ce que c'est comme la saison pour se rendre jusqu'au 1 million de dollars à la fin de l'année ou ils cancellent tous les événements? C'est ça, ils ont tous cancellé les événements en 2020. OK. Fait que, tu sais, d'habitude, la saison, c'est 6 ou 7 mois. Puis comment ça fonctionne, en gros, là, c'est genre, tu te bats 2 fois en pré-saison, puis tu essaies de gagner des points en gagnant tes combats, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est différent si tu gagnes au premier round, deuxième round ou troisième round ou en décision. Tu gagnes plus de points, tout dépendant de quel round tu gagnes. Comment tu performes, là? Ouais, c'est ça. Puis ceux qui ont le plus de points peuvent faire le tournoi. Le tournoi, c'est ça, le tournoi. Puis le tournoi, c'est quand même intense. Là, la première soirée, c'est 2 combats en une soirée. Ah, ça, c'est c'est quand même nice. C'est quand même nice. Ah ouais, vous aimez ça? Ben, c'est man, là. C'est manly as fuck. Ouais. Mais j'imagine que t'es on après un combat que t'as gagné. Ouais. Mais c'est juste de vivre, t'as eu chaud, t'as eu mal partout, puis après ça, t'as comme 1 heure pour relaxer, puis après ça, retourner te battre. Parce que, tu sais, nous autres, quand on se bat, c'est un gros rush d'adrénaline. Après ça, tu shut down, t'es mort. Fait que juste de retourner là-dedans, comme les tournois de kickboxing à Glory, les gars se battent 4 fois dans une soirée. Je suis comme, wow, ça, c'est malade. Ouais, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial avec ce genre de tournoi-là. Puis, tu sais, c'est pas 2 fois 3 rounds, par contre. Le premier combat, c'est 2 rounds, puis le deuxième combat, c'est 3 rounds. Okay. J'imagine qu'il y avait des petits problèmes avec peut-être la commission ou quelque chose. Là. Ouais, ça se peut. Fait que là, c'est ça. Une soirée, c'est 2 combats. Puis finalement, la finale, ça va être au jour de l'an. Chaque année, c'est au jour de l'an. Là. Puis ça, c'est un 5 rounds. Puis si tu gagnes ça, tu gagnes 1 million de gros bidous. Fait que c'est ça. En gros, ton million est remis à plus tard, Olivier, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Bien dit, Guillaume. C'est mon Guillaume. Toi, Charles, t'as-tu eu le fameux call de la UFC qui vous explique que Fight Island ou je sais pas quoi? En plus, t'es au Canada, fait que je sais pas si c'est plus compliqué pour toi. Oui, on était supposé d'essayer d'embarquer sur la carte de mai.
Puis OK. on a été refusé carrément parce qu'ils ont dit non, c'est pas qu'on veut pas t'accepter, c'est le Canada veut pas que vous sortez. Ouais. Fait que je peux pas sortir, je peux pas me battre. Moi, j'aurais aimé ça, peu importe c'était où. J'ai dit, moi, ça me dérange pas, je peux le faire en char. Mais non, ils ont pas voulu, mais ils ont dit à partir de juin, Fight Island, peu importe les restrictions, tu as le droit d'y aller. Fait que c'est comme, OK, fine, mais tu sais, je mets pas trop de hope là-dessus. Tu apprends trop quelque chose, puis finalement, ça marche pas. T'es déçu. Fait qu'à la place d'être déçu, je juste continue de m'entraîner. Puis, un moment donné, ils vont appeler, puis ils vont dire, OK, ça marche. Fait que je vais être content rendu là. Ils t'ont juste dit, Fight Island, ça existe en juin. Prépare-toi. Ah non, moi, je vais, all-in. Oui, c'est exactement ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, à partir de juin, on va pouvoir faire venir des gens du Brésil, du Canada, de l'Europe, etc. Tout dépendamment comment ça se passe dans leur pays. Puis parce que dans le fond, il faut comme une permission spéciale du gouvernement. Puis ils ont dit qu'eux autres sont capables de dénicher ça. Mais tu sais, l'UFC sont clever, mais en même temps, on n'est pas... c'est pas un besoin essentiel, on va se le dire, mais quand même, c'est... Ouais. Ce serait le fun. Je vois Justin Trudeau signer des... Ouais, il appelle Justin direct. Ouais, Charles Jourdain, il trippe sur le fighting, man. C'est même sûr, si son là, combat de boxe était vraiment horrible. Mais il y avait une bonne stratégie, quand même, on va y donner. Il y avait une bonne stratégie, Justin, là. Tu l'avais vu, ce combat-là? Mais oui, j'avais vu ça. Il avait attendu que l'autre s'essouffle. Après ça, juste des petits jabs, puis il faisait saigner du nez. C'était contre qui, ça, déjà? Brazo, comment il s'appelait? C'était quoi son prénom? En tout cas, c'était un Stephen Harper. Ça aurait été nice, ça. Stephen Harper. Mais Brazo, c'est un conservateur, là. C'est un sénateur conservateur qui faisait des arts martiaux, du kickboxing, je pense, puis tout ça, mais il était tellement juste craqué. Il avait l'air genre un peu sur une autre planète, puis il voulait tellement le knocker, il s'est essoufflé. Mais il avait pas mal viré aussi, lui, après ça, ce combat. Oui, totalement. Il était la politique devrait toujours marcher comme ça. Ça arrive au point où, tu sais, pour l'égalité sociale, les femmes contre les hommes, let's go. Le débat des chefs, tournoi PFL, là. Sérieux, là, comme 3-4 2 combats. rounds de 2 minutes. Après ça, 3... non, j'aime ça. Excellent. Parlons-en de ça, justement. Là, bon, on va parler de l'événement UFC 249. Vous pensez quoi de ça, que ce soit de retour aussi rapidement? C'est le premier sport qui est de retour. Ben, en fait, il y a eu des petits... il y a eu un événement de boxe, je pense, au Nicaragua. Des affaires un peu plus underground, là. Mais là, c'est la première grosse affaire, là, gros événement sportif. Vous pensez quoi? Pensez-vous que c'est un retour trop tôt? Ou ça c'est possible, en fait, tout court, que ça soit sécuritaire, cette affaire? En fait, c'est pas vrai. Il y a la WWE, mais bon, c'est pas un sport en tant que je veux pas insulter personne, là, mais ça demande pas de commission athlétique, mettons. Fait que vous pensez quoi de ça? Vas-y, Ali. Moi, je trouve ça correct, là, tu sais. Faut vraiment... Mais c'est un gros pari là, pour le UFC. Là, si y a un outbreak dans tout ça, là, l'UFC vont manger une sacrée claque. Là. Ça va vraiment mal paraître. Là, mais bon... Mais le pire, c'est que la WWE, ils ont eu un membre, une superstar, entre guillemets, là, que je pense que c'est un manager, mais ils n'ont pas voulu nous dire c'était qui a pogné la COVID. Ils l'ont juste... pour de vrai. Personne n'a entendu parler. Ils l'ont juste sorti, et puis il est comme plus là. On ne sait pas c'est qui. Mais j'imagine par déduction, ceux qui suivent ça peuvent savoir c'est qui. Là, mais ouais, puis il n'y a pas eu de trouble plus que ça. Je veux dire, c'est quand même inévitable si on fait des événements, à un moment donné, quelqu'un va le pogner. Ouais, mais c'est ça. Puis tu sais, là, je veux pas avoir de l'air du gars qui sous-estime le COVID, là, mais moi, comme je t'avais dit, je pense... moi, je suivais vraiment le COVID depuis longtemps. Là. Genre, j'étais devenu un petit peu parano depuis 3 mois à peu près. Là. Puis avec tous les nouveaux chiffres, ça a l'air moins pire que qu'est-ce que... En tout cas, moi, qu'est-ce que je pensais. Là. Moi, je pensais que ça allait être la fin du monde, pour être franc, là. Mais je pense que c'est quand même... Tu sais, je veux pas diminuer l'importance de qu'est-ce qui se passe, là. Non, tu as le droit à ton opinion, puis tu sais, s'il y a des gens qui te jugent là-dessus et qui disent il veut qu'il y ait du monde qui meurt, etc. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense pas que c'est le 4%. Tu sais, je pense pas que c'est 4% des personnes qui meurent. C'est aussi simple que ça. Fait que avec ça, s'ils prennent des grosses mesures, puis les combattants aussi, ils vont pas genre faire le party après avoir gagné leur combat, ou s'ils obligent les combattants à rester à une place proche de où qui se battaient. Tu sais, je vois pas nécessairement le problème. Il y a eu un événement la semaine passée de Jiu-Jitsu qui s'est très bien passé. Ah oui, c'est vrai, j'ai écouté, ouais. Ouais.
qui s'est très bien passé. Puis, tu sais, je pense que c'est important de faire aussi attention qu'il n'y ait pas personne dans l'aréna. Mais je pense pas que ça va être une aréna, là, ça va être plus une salle vide. Puis, tu sais, je pense que c'est plus ça l'important aussi. Puis, mais le problème, selon moi, c'est les docteurs, là. C'est que, tu sais, qu'ils vont quand même prendre des docteurs pour s'occuper de ça, des événements sportifs pendant que... Ouais. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre comment... J'imagine qu'ils vont tester tout le monde, qu'ils vont travailler sur l'événement, fait qu'il peut pas avoir de la distanciation sociale dans un combat, là, tu sais... J'en parlais dans mon intro. Le seul combat de l'histoire qui a eu de la distanciation sociale de 2 mètres, c'était Derek Lewis contre Francis Ngannou. C'est correct. Là. Mais sinon, à un moment donné, ça va se toucher. Là, c'est sûr et certain. Fait que je sais pas c'est comment qui fonctionne, mais c'est Warrior. Ouais, mais tu sais, j'imagine qu'ils vont faire les tests. C'est sûr. Mais les tests, c'est... Tu sais, même présentement, je pense que c'est pas... C'est pas efficace à 100%. Ils disent des tests là, qui te font le résultat en 30 minutes, mais tu sais, tu peux l'avoir, mettons, puis on le voit pas dans le test. Fait que c'est pas super efficace. Puis on connaît tellement rien de cette maladie-là là, que c'est là que ça devient compliqué. Mais tu sais, si c'est un pari que les autres veulent prendre... nous autres, on est bien contents, hein? Ouais, c'est ça. Moi, je dis yes! Enfin, quelque chose! Moi, je pense que Dana, il est freak un petit peu avec ces détails-là. Puis je pense que c'est pas jouer à la roulette russe. Je pense qu'il va mettre toutes les as de son côté. Je pense que, il va avoir une bonne distance entre les gens. Il va avoir toutes les autres. Moi, je pense que ça va être bien fait. Sérieusement, je pense que ça va être bien fait. Je pense qu'ils vont essayer de faire tout en leur possible. Non, mais t'imagines là, à quel point ce serait plate pour l'UFC si, mettons, un des fighters dit « Hey, j'ai pogné le COVID pendant que j'étais allé me battre. » C'est tellement pas bon pour leur image. Fait que, je pense que plate, c'est vraiment pesé. C'est vrai, c'est fou, man. Non, ils vont prendre les bonnes mesures. Je sais pas mais ils mettent beaucoup d'argent, là, ce que j'ai entendu Dana White. Il est comme, moi, je mets du cash en ce moment, tu sais, comme je sais même pas à quel point il va falloir qu'il y ait beaucoup de views, pay-per-view, beaucoup d'achats parce que... Mais moi, je pense que c'est vraiment à long terme qu'ils font ce pari-là. Ça paraît bien. C'est pas juste ça, c'est que je pense pas qu'ils vont faire de l'argent avec les événements qu'ils vont faire pendant le COVID. Ça se peut qu'ils en fassent, mais je pense pas qu'ils vont en faire beaucoup. Mais qu'est-ce que ça amène? C'est des nouveaux fans. Style, puis ça vaut... Il y a juste ça qui joue. Ça vaut vraiment cher. Et ici, il y a juste ça qui joue. Tout le monde va écouter ça. C'est sûr. Oui, peut-être qu'ils vont le streamer, peut-être qu'ils vont l'écouter légalement. Mais même à ça, ça va amener vraiment beaucoup de nouveaux fans. Puis je pense que ça va être là qu'ils vont pouvoir aller chercher. Je pense que oui, sauf que tu sais, l'événement, c'était Kevin Lee contre Charles Oliveira. Je sais pas si tu te rappelles, c'était au début de la pandémie, puis eux autres ils ont décidé de le faire quand même dans un aréna vide. Clos. Ouais, puis ils se sont dit justement ça. Hey, écoute, on va le faire pareil parce qu'on est le seul sport. Mais c'était au début. Tous les sports venaient d'être annulés. Là, les autres, ils se sont dit, c'est sûr, il va y avoir full de monde qui vont l'écouter. Ça a été leur pire code d'écoute de l'année. Fait que, en tout cas, j'imagine que là, on a plus envie d'en écouter du sport. Là, au début, on était juste apeurés. Puis ça, je pense que comme tu dis, tu sais, vu que c'était vraiment au début, puis à mon souvenir, c'était pendant la journée, genre le matin aussi. Fait que, tu sais, il fallait vraiment que... Ou c'était-tu la veille? Ou l'avant-veille, mais c'était proche. Il y avait quelque chose de weird avec le temps aussi, à l'heure que ça se passait. Fait que je pense que aussi, si tu suis pas vraiment le MMA, c'est dur de savoir c'est quand cet événement-là. Mais je pense qu'il va y avoir un gros hype au prochain événement de UFC, justement, parce que comme tu dis, ça va être le premier sport qui est de retour. Puis, Chris, s'il y a Lille aussi, là, ça, je pense que ça va être le plus voir ça. S'il vous plaît. Tout le monde droppé en hélicoptère, les fighters. Cowboy Cerrone, c'est ce qu'il a dit. Donald Cerrone, il a dit qu'il voulait descendre en parachute pour faire son entrée. Man. Il y a juste Donald Cerrone pour faire. Mais sérieux, Donald Cerrone, vous avez vu ça? Il est fou aussi. Il a dit lui, il se bat en fin de semaine. Là, il a dit moi, je veux me battre mercredi aussi. Puis je veux me battre le samedi d'après parce qu'il y a 3 événements. De quoi tu parles, man? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce gars-là? Malade. Mais c'est pas juste ça, c'est que, tu sais, il s'est pas fait mettre KO genre 3 fois. Ouais, Dana, il a pas l'air bande pantoute. Ben, je pense que ça va arriver, là, mais quand même, juste dire ça, c'est quelque chose... Et nous, on va en reparler de Donald Cerrone. Juste avant de te parler de l'événement, les gars, ça, c'est une question que je me pose, là, puis vous avez la réponse, moi, je l'ai pas.
quelqu'un qui s'entraîne, tu peux pas t'entraîner avec des partenaires en ce moment? Je veux dire, comment tu te prépares pour un combat? C'est quoi? Tu es tout seul chez vous, tu fais du shadow, tu fais un peu de sac, puis après ça, tu te lances là-dedans? C'est comme ça va fonctionner pour eux autres? Parce que là, les gyms sont fermés, là, non? Moi, je me pratique avec ma blonde, mais elle déteste ça parce qu'elle dit... Attention, là, il y a Billy Joe Saunders qui a des problèmes. Moi, je le voyais venir, ça. J'ai comme genre, on va pas là! Non. Donc, couper la communication est plus bonne. Non, mais tu sais, on se chamaille, tu sais, on essaie de pratiquer des techniques, etc. Mais elle aime pas ça. Elle dit que mes coudes ou mes tibias sont trop pointus ou des affaires de main. Tu sais, on essaie des body triangles, des triangle choke, des armbar. Tu sais, moi, j'aime ça rester actif. Puis non, elle trippe pas. Vraiment pas. Mais pour ce qui est du reste, tu sais, moi, où est-ce que je suis, j'ai la chance d'avoir un rack à squat, j'ai la chance d'avoir tout plein d'appareils pour garder une forme physique élevée. Mais pour ce qui est avec des partenaires, on a vraiment pas grand-chose à faire en ce moment. Il y a plein de monde qui disait « Tu veux-tu aller t'entraîner au parc? » etc. Puis je suis comme « je sais pas. » Je suis sceptique encore. Mais avec ce qui s'est passé hier puis avant-hier, il y a beaucoup plus de gens qui ont dit OK, on peut commencer à sortir un petit peu plus. Fait que on va voir. On va voir. Parce que, tu sais, techniquement, rajoute-moi un gym pour m'entraîner avec du monde, ma vie est restée absolument la même. Je fais une vie de confinement. Là, je dors, je mange, je m'entraîne, puis j'écoute les UFC. Fait que, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé, autre que je peux pas me battre avec quelqu'un tout le temps. Ouais. Fait que dans le fond, on va voir qui cette espèce de mentalité warrior, prête à tout, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. Mais là, ça c'est un détail quand même assez important. Il ne faut pas oublier que il y a des gens qui m'ont jugé. J'avais fait une interview avec RDS, puis j'avais dit, écoute, COVID, pas COVID, moi, j'ai besoin de me battre. Puis c'était comme ça le gros titre. Mais les gens disaient, ben oui, tu veux tuer des gens, blablabla. Puis là, le monde se sont mis à dire tout plein d'affaires. J'ai dit, écoutez, moi, ma carrière, je ne la ferai pas jusqu'à 60 ans, à 70 ans. Moi, ma carrière, là, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il peut arriver n'importe quoi, puis du jour au lendemain, je peux arriver avec j'ai plus rien. En ce moment, je suis en santé, je suis jeune, j'aime mon sport, puis je dois en profiter pour être sûr que ce soit... Parce que, tu sais, si je veux construire une famille, acheter tout plein de choses, tu sais, je veux me bâtir l'image de Charles, je suis obligé de me battre. Je peux pas rester sur le bench pendant 1 an et demi, après ça revenir, il arrive quelque chose. Ou, tu sais, pendant ce 1 an et demi là, je me brise la main, je tombe à terre ou whatever. Et c'est un autre 1 an sans payer. Tu n'es pas payé. Il n'y a pas d'affaire de j'appelle mon boss, hey, tu peux-tu me virer? Non, rien savoir. Fait que, on est comme dans une situation particulière, les combattants, où, mais en fait, quand j'ai su que PFL allait dédommager les fighters, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vraiment une belle initiative de leur part. Je suis sceptique à l'idée que l'UFC aurait fait la même chose. Fait que je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils ont dit non, on va continuer les shows parce que c'est pas vrai qu'on a 500 et plus fighters puis qu'on va tous leur donner 2000 US et plus par mois. Fait que non, on est dans une situation où on a besoin de combattre. Puis si jamais il appelle, on n'a pas le choix de dire oui, même malgré la pandémie. Ouais, non, mais t'as raison de le mentionner. Là, c'est vraiment pas facile. Bon, je suis pas un combattant, là, mais ça a l'air difficile quand même, surtout en MMA. Là, je veux dire, il n'y a pas de syndicat, il faut que tu prennes les combats qui passent, puis ils sont tough, vos combats. Ils sont tough, vos combats. Il n'y a jamais de combat facile. Si j'avais pas eu, moi, mon bonus à Busan en ce moment, là, je capoterais. Là, je serais dans une situation où je me dirais, Colin, parce que tu sais, ton premier contrat à l'UFC, là, tu fais pas des millions, tu fais pas 100 000 $ par combat. Fait que c'est sûr que c'est en US. C'est très le fun, par contre, quand tu vas dans ton compte et tu vois US, puis là, tu peux le surtout maintenant. Mais là, il a redescendu. Là. Moi, à chaque jour, je regarde le dollar, puis là, il se tient à 1,37. Ça coûte 1,37 US. Non, 1,37 canadien. Fait que, mais à un moment donné, il a fructifié genre à 1,58. C'était fou. Là. Quand tu faisais le changement de devise, là, ça paraissait énormément. Mais non, c'est ça. On a besoin de combattre. Puis, belle initiative de PFL de vous dédommager, sérieusement. Ben, il n'y avait pas vraiment le choix parce que, tu sais, s'il annulait la saison, la saison, c'est que, tu sais, pour moi, c'est quand même 1 an sans me battre encore. Puis, comme tu disais. Sans salaire, ouais. Tu sais, moi, c'est con, mais j'ai 31 ans, là. Genre, c'est bientôt la fin de ma carrière. Fait que, tu sais, 1 an, même s'il me dédommage, t'sais, oui, c'est le fun, là, puis OK, je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est quand même, c'est pas bon pour ma carrière. Non, c'est pas bon pour la carrière de personne en ce moment, Non, exactement, c'est vrai. Fait que, non, c'est ça, c'est sûr que un petit peu comme Charles, moi, j'ai gagné aussi des bonus, fait que là, je suis correct présentement. Mais, bonus, c'est 50 000, c'est ça. Faut le mentionner. Ouais.
OK, allons-y les boys. Allons-y avec cette carte-là. Je décide de la faire au complet parce que, sérieusement, c'est une grosse carte. Est-ce que c'est... Là, il y en a qui disent que c'est genre la meilleure carte de tous les temps. Est-ce que vous trouvez ça? C'est une des bonnes, en tout cas, dans les dernières années. Ouais. De tous les temps, je ne sais pas, parce que dans le temps, c'était vraiment... c'était fou raide, là, les cartes. Là. Je parle des cartes avant... mais tu sais, il y a l'UFC 100 qui était vraiment, vraiment intense, surtout pour nous, qui avait genre Georges qui se battait là-dessus, puis c'était même pas le main event. Fait que de tous les temps, je le sais pas, mais c'est une des très, très belles cartes depuis, je dirais, 4 ans, au moins. Ouais. Moi, je pense que ça dépend de la perspective des gens. C'est quelqu'un qui est nouveau dans le sport et qui ne connaît pas les noms, va regarder ça, puis il n'y aura pas le Conor McGregor feeling de se dire wow, magnifique. Il n'y a pas un effet wow avec cette carte-là si tu es quelqu'un qui ne regarde pas ce sport-là en tant que fanatique. Mais par contre, aussitôt que tu as certaines connaissances, tu regardes, exemple, Vincent Luque, que le monde c'est comme je ne sais pas trop c'est qui. Puis moi, je l'ai vu se battre en live. Il est fou, là. Il est vraiment hot à se battre. Il est quoi? Il est 3e combat de la soirée. Ça en dit beaucoup. Fait que, il manque d'effet wow sur la carte pour dire que c'est une des greatest of all time, mais si tu connais les combats, si tu regardes les match-ups, puis si tu as un petit peu plus de connaissances, c'est une carte assez extraordinaire. Ben, c'est des match-ups pour des KO, là, on va se le dire. Là. Ils veulent que ça explose. Là, ça n'aura pas rapport. OK, on va commencer tout de suite. Le premier combat de la soirée chez les Light Heavyweight, c'est Ryan Spann qui est 17-5 à moins 400 contre Smilin' Sam Alvey, 33-13 à plus 300. Sam Alvey qui smile toujours, mais bon, il y a moins en moins de raisons de smiler. Il n'est pas sur une bonne run en ce moment. Est-ce que c'est 2 combattants que vous suivez? Comment vous voyez ça, ce combat-là, vous autres? Moi, tu vas toujours commencer. OK, on va y aller avec ça. OK, on va commencer avec Oli. Tu vas toujours prendre l'opposé de moi. Ouais, exactement. Mais non, je pense pas grand-chose de ce combat-là. Je vais t'avouer que c'est probablement le seul combat qui me... c'est un bon prospect que Ryan Spann. Il a gagné tous ses combats en UFC, 3 combats. Il les a tous gagnés. Victoire sur Devin Clark quand même. Luis Enrique aussi. Je pense qu'on essaie de le setter up là, comme un prospect intéressant dans cette catégorie-là, puis on le met contre un vétéran qui ça va plus ou moins bien, mais qui est capable de livrer toujours des performances. Il peut être surprenant quand même. Je me demande s'il a changé son foutu mouthpiece, par exemple. Voyons comme c'est son nom. J'ai genre son nom qui m'échappe. Là. Sam Alvey qui a un mouthpiece, un double mouthpiece. Là. Man, il me fait capoter. Fait que moi, la seule chose que je m'attends à voir, c'est lui qui respire fort par la bouche durant ce combat-là, man. Mais en plus que là, je sais pas comment... c'est ça qui va être intéressant aussi avec cette carte-là, c'est qu'on va pas savoir comment les gars se sont entraînés. Fait que je pense qu'il y a pas mal de gars qui vont être fatigués après je pense que Sam, c'est un bon concurrent pour ça. Fait que non, moi, j'ai pas d'opinion sur ce combat-là, malheureusement. OK. Toi, Charles? J'ai l'air du gars qui va copier... le gars à côté de moi. Mais non, comme Ali dit, moi non plus, j'ai pas l'opinion. Je les connais pas assez. Par contre, une chose que je peux dire sur le gars Ryan Spann, c'est que si il est 3-0 à l'UFC, les gens ils disent « Ouais, mais c'est contre des nobody. » Il n'y a pas de nobody à l'UFC. Tous tes combats à l'UFC vont être difficiles. Fait que si le gars, il y a une belle vague de 3-0, les gens en moyenne vont dire c'est des gars qu'on connaissait pas, puis on s'en fout. Les gars, si t'es à l'UFC, t'es dangereux. Là. C'est très rare que l'UFC va chercher des croquettes, surtout en 2019-2020. Fait que non, si c'est un prospect qui essaye de monter, ils vont y mettre des gars super bons devant lui. Fait que j'ai pas de pronostic, mais un gars qui est 3-0, ça veut en dire beaucoup. Ouais. Ben, tu sais, Sam Alvey, quand même, dont on a réduit un petit peu, mais quand même, il est surprenant des fois. Il y a une victoire contre Rashad Evans. Bon, il était un peu... c'était pas le pic de sa carrière, Rashad, là, mais sur Gian Villante aussi, qui est pas méchant, là, tu sais, comme qui a des bonnes performances des fois. Fait qu'il peut être surprenant. Il y a des bombes dans les mains, tu sais. Il peut finir le combat n'importe quand. C'est juste que techniquement, il est pas... peut-être qu'il n'est pas à ce niveau-là, mais... Fait que c'est pas assez tentant, un plus 300, tu touches pas à ça. Écoute, plus 300, ça donne combien de pourcents? Ça, c'est 75? Là, tu fais appel à mes maths, là, puis c'est je vais me mettre sur le site pour te dire ça. On va les bêter en même temps. Ouais, c'est ça, mais... Moi, j'aime pas ça, là.
c'est le genre de... T'aimes pas ça les risques de même, toi, dans tes... Ouais, les risques de même, là, ça dépend, là. Je dis ça, mais en même temps, les heavyweights, je serais peut-être plus tenté, là. Ouais. Mais plus 300, c'est 25%. Fait que c'est ça, c'est 75% de chance. Non, c'est ça. Plus 300, c'est 25% de chance qu'il gagne. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quoi? Est-ce qu'il y a 25% de faire le Lucky Punch? Non, c'est pas. Ouais. Probablement pas. Bon, on le sait pas. Écoute, Ryan Usman, je le connais pas assez. Toi, Charles, tu mises-tu? Puis je sais qu'Olivier mise, là. Toi, tu mises-tu? Tu fais des petits... Non, je mise seulement à la bourse. Pas sur les combats. Non, parce que moi, j'avais entendu une histoire vraiment intéressante d'un gars qui avait... à chaque fois que Ronda Rousey se battait, il mettait 10 000 contre. Lui, c'est un professional bettor. Il mettait tout le temps 10 000 contre Rousey. Tout le temps. Un professional bettor qui faisait ça, lui? Tout le temps contre Rousey. Contre, OK. À un moment donné, ça va arriver. Ouais. Exactement. Fait que, il dit à un moment donné, ça va arriver. Puis je pense qu'il avait bet 10 000. Je pense qu'il avait eu sa prediction right sur Rousey contre Holm, exactement. Puis il avait fait énormément d'argent. Fait qu'il a dit j'avais perdu genre 60 000 $ pour en faire X montant. Fait que j'étais comme, man, non, les sports de combat, il y a trop de facteurs. Là. J'aime pas ça. Surtout le MMA, surtout la UFC, en fait, le niveau est tel. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de surprises, des upsets. Ouais. Souvent, les mises sont assez égales aussi. Ben écoute, l'histoire d'upset, je pense que je détiens une palme en ce moment en 2019 là, avec ma victoire sur Do Choi. Les gens s'attendaient vraiment pas à ça. Puis, c'était incroyable. J'avais pas regardé les odds, là, mais le monde disait le monde après le fight. Moi, j'ai fait de l'argent sur toi. Tu m'as fait faire de l'argent. Bonne affaire. That's what's up. Mais il y a du monde qui m'envoyait des screenshots, du monde de la Russie, du monde de partout dans le monde qui disait hey, j'ai mis 300 sur toi, ça m'a donné X montant. Puis j'étais comme wow, tant mieux. Ouais. si le monde est encore plus content grâce à ça, tant mieux. Mais toi, tu checkes pas ça. Non, toi, avant, tu vas, c'est un combat comme les autres, puis le but, c'est de les odds, ça m'a jamais dérangé. Puis c'était la première fois que j'avais vraiment le backyard. Non, c'était la deuxième fois que j'avais le backyard feeling. Puis là, j'étais comme, OK, le monde me regarde comme si j'étais de la bouffe. Là. J'étais de la bouffe qu'on allait donner au lion. Puis, man, j'étais un steak qui frappe fort en esti. Comment tu te sentais pendant? Parce que je pense qu'il t'a touché à un moment donné. Il t'a envoyé au plancher, Ouais, j'ai perdu d'équilibre parce que c'était la première fois que je me faisais frapper derrière l'oreille. Ça, c'est tout où est-ce que tu as ton équilibre, tu sais, quand tu fais le chicken dance. Ouais. Puis c'est la première fois que je me suis fait frapper derrière la tête, puis j'étais comme ça n'a pas rien fait. Puis j'étais arrivé pour me mettre mon pied, mes jambes ont lâché, puis j'étais comme oh shit. Ah non. c'est la première fois que ça m'arrivait, fait que c'était comme le petit moment de surprise de dire OK, tu peux être là, tu peux être conscient, mais ton corps, il gave up. Mes jambes m'ont lâché, mais le haut de mon corps, il était encore conscient. Fait que j'étais comme OK. Puis là, j'ai réussi à me relever. Puis après ça, je l'ai knockdown à la fin du premier round. Fait que c'était comme une façon de dire, OK, tu frappes fort, mais moi aussi, j'ai le nez dedans. Puis après ça, deuxième round, j'ai réussi à fermer les lumières à Choi. Mais c'était juste le petit feeling de se dire, OK, c'est la première fois que ça m'arrive. Parce que moi, quand on spare bien, on spare pas smart, parce qu'il n'y a rien de smart à se taper sa gueule dans un gym, mais on prend quand même certaines précautions. Fait que ça m'était jamais arrivé une perte d'équilibre à cause de ce petit bout-là. Puis sinon, il m'a pogné avec un crochet sur le menton. Puis sur le menton, c'est que tu perds ton feeling. Tu sais, quand tu regardes vers toi, il n'y a rien qui bouge. Puis quand tu te fais frapper sur le menton, tes yeux font comme une espèce de roulement. Fait que tu perds la notion de où est-ce que t'es. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. C'était vraiment pas le fun. Fait qu'il frappe fort, Do Choi. C'est bon, oui. Je m'attendais pas à ça. Il y a vraiment des mains vives Do Choi pour de vrai. Ouais. Mais quand tu l'as connecté, là, c'est un KO. Allez voir ça si vous n'avez pas vu ça. C'est un KO extrêmement graphique, comment je pourrais dire. Ouais. Tu l'as-tu senti tout de suite quand tu l'as connecté? Je l'ai senti partir, puis ouais, exactement. Puis je vais toujours lean mon visage un petit peu plus vers l'avant. Puis là, je le faisais encore plus parce que j'aime pas me faire frapper sur le menton. Comme je dis, le menton, c'est comme c'est le bouton du knockout. Le Jose Aldo, name it. Tous les gars qui se sont fait frapper directement sur le menton. Fait que j'aime ça me battre avec tout le temps la tête vers l'avant. Ça a l'air con, mais un peu de manger plus de coups sur mon front parce que c'est quand même une partie de ma tête que c'est pas nécessairement dangereux que j'aille des coups. Fait que j'avais tout le temps la tête par en avant. Puis il venait tout le temps avec son uppercut ou son direct. Fait que j'ai placé mon pied à l'extérieur. Puis je me suis dit, OK, c'est sûr qu'il va lancer sa main arrière. Et ça fait 4 fois qu'il la lance d'affilée. Ça m'a pris du temps. Tu vois, je suis pas un fighter intelligent. Moi, je suis un gars qui est dans le moment. Puis là, je pense que c'est la première fois de ma carrière que je me disais, ça fait 4 fois qu'il fait la même affaire. Réveille. Fait que là,
me suis placé, j'ai tassé mon pied à l'extérieur, puis après ça, j'ai juste... Boum! Puis j'ai juste vu ses épaules tourner. Je l'ai connecté sur le bord de la tête, puis je l'ai vu faire la planche, puis c'était comme, OK, il est out. Mais, tu sais, le monde, il dit, il y avait plus de menton, mais c'était comme, j'ai lancé ma main la plus forte. C'est vraiment, tu sais, tu me mettrais une petite machine à frapper dedans, là, je ferais exactement ce shot-là. Fait que, tu sais, puis il l'a mangé directement sur le menton. Fait que les gens qui disent, il n'y a plus de menton, je suis comme, t'as beau avoir un excellent menton, manger une shot du plus fort de quelqu'un qui a beaucoup de KO, tu sais, ça reste dangereux. Fait que je me faisais comme discréditer par le fait qu'il n'y avait plus de menton à cause de Cub Swanson et Jeremy Stephens, qui est sur la carte. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu banal, mais c'est pas grave. Faut pas non, écoute, on s'en fout de ça. Un des plus gros KO de l'année, là, vraiment extraordinaire. Fait que les upsets, ça peut arriver. Hein. Ouais. Donc, on va passer au prochain combat. On a quand même pas mal. Là, fait que ensuite de ça... on est là pour ça. Sam Alvey, hein? Ouais, on va passer moins de temps sur Sam Alvey. Prochain combat, Bryce Mitchell, qui est invaincu 12-0, il est à moins 175 contre Charles Rosa, qui est 12-3 à plus 150. Ça, j'ai l'impression quand même que c'est intéressant, non? Ouais, je pense que c'est intéressant. Bryce Mitchell, qui est pas super bon debout, il est quand même surprenant, mais c'est un gars de Jiu-Jitsu. Il est vraiment haut niveau en Jiu-Jitsu. Le problème qu'il a avec son Jiu-Jitsu, c'est que c'est son positionnement. Il est vraiment pas bon en positionnement. Ah ouais, il perd beaucoup de positions. Donc, il me fait penser un petit peu à un submission grappler. Donc, s'il voit quelque chose, il va sauter pour faire la soumission. Puis souvent, c'est pas vraiment les bonnes décisions qu'il prend. Mais en même temps, tu sais, en scramble, il est quand même pas si pire. Son contrôle en jiu-jitsu, il est quand même bon. Moi, j'ai peur de le voir contre un bon lutteur. Là. Je pense qu'un bon lutteur avec un bon contrôle va le battre, même s'il l'amène au sol. Puis même si Mitchell a un meilleur jiu-jitsu que le lutteur, je pense qu'il va avoir de la misère contre un gars qui positionnement est un petit peu plus avancé. Ceci étant dit, est-ce que Charles a ça? Non, son adversaire, il n'a pas ça. C'est pas un super bon lutteur, c'est pas un mauvais lutteur. Debout, il me fait penser un petit peu à Elias Theodorou. Debout, là. Rosa, ça? Ouais, Rosa, mais il touche. Probablement pas un compliment. Là. Non, mais c'est parce que c'est comme une tournade. Ouais. C'est comme une tournade que non-stop, des coups viennent de partout. Des fois, ça fait pas tant de sens que ça qu'il lance. Des fois, être imprévisible, c'est une bonne qualité. C'est ça. On a hey man, pour de vrai, Charles, t'as rien vu. Ah non? Vraiment imprévisible. Il frappe pas super fort. Mais tu sais. Il se surprend lui-même, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Mais il a quand même fait une décision partagée contre. Comment il s'appelle? Mais ces 3 défaites, c'est top. Là. Il a perdu contre Shane Burgos, il a perdu contre Yair Rodriguez. Ouais, c'est ça. Dennis Siver, quand même de qualité. Là. Ouais. C'est qui le 3e? Dennis Siver, mais je ne sais pas si c'était la fin de sa carrière à Dennis. Là, il a déjà été bon. Ça doit. Ouais. Mais c'est ça, il a perdu contre Denis, il s'est fait amener au sol contre Denis. Fait que, tu sais, sa lutte n'est pas extrêmement bonne, mais tu sais, je me demande quand même si Mitchell va être capable de l'amener au sol comme il veut. Là. Je pense pas. Je pense qu'il pourrait l'amener au sol 1 ou 2 fois, mais comme il veut, je suis pas sûr. Ah oui, puis ça, l'autre problème aussi avec Rosa, c'est Rosa son nom? Ouais, c'est Rosa. C'est qu'il kick beaucoup, puis souvent, il se fait amener au sol à cause de ses kicks. Ouais. Fait que ça, j'espère qu'il va moins kicker ou que Michel il s'en est pas rendu compte. OK. Toi, Charles, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est sûr que Bryce Mitchell, il y a beaucoup plus de hype derrière lui à cause de son Twister Submission. Puis là, oui, c'est la première fois que je voyais ça, moi, un Twister. Ouais, c'est assez horrible. Je me l'ai déjà fait faire. Ah ouais? C'est pas en combat, là, mais en training. Francis Gumby m'avait fait ça jusqu'à capoter. T'es juste... c'est tellement... Je comprends même pas comment ça marche, mais... ça casse la colonne vertébrale, en gros. Pour vrai? Ouais, c'est genre... Je sais pas, je me sentais juste genre... OK, non, j'aime pas ça. I tap, abort. Mais non, c'est ça. Fait que pour mon pronostic, moi, je vais y aller avec Bryce Mitchell. Charles Rosa, comme tu dis, il kick beaucoup. Malheureusement, quand tu kicks beaucoup, la meilleure chose à faire contre des lutteurs,
si tu lances beaucoup de kicks circulaires, ben là, il faut que tu changes avec des front kicks ou des genoux parce que ça rentre dans la tête du gars que si il shoot, s'il fait un setup, il y a peut-être un genou ou un front tip comme Anderson Silva contre Vitor Belfort. Fait qu'il faut que tu ailles avec des kicks un petit peu plus linéaires, juste, même si ça touche pas, juste pour rentrer dans la tête de la personne, de dire si tu descends pour mes jambes, il y a un risque. Fait que, mais est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il va changer cet aspect-là? Je penserais pas. Je pense que Bryce Mitchell, le fait qu'il attaque beaucoup ses soumissions, je pense que ça peut jouer en sa faveur. OK. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, s'il y a de la valeur sur Bryce Mitchell par soumission, c'est un bon bet, mettons. Là. Ouais, c'est ce que je pense. Mais sérieusement, revenez pas là-dessus et dire Charles Jourdain, il connaît rien là-dedans. Non, écoute, là, je veux dire... Soyez indulgent, OK? Moi, je suis pas un gars de... C'est tellement difficile de prévoir quoi que ce soit. Là, Exactement. Même dans le monde en général, en ce moment, on le voit. Là, mais une chose qui est facile à prévoir en MMA, c'est que est-ce que Khabib et Tony Ferguson vont se battre un jour? Ça, jamais. La prochaine fois, il va y avoir une guerre nucléaire, man, sérieusement. Quelqu'un qui avait fait un meme, juste parenthèse, je sais qu'on doit passer vite, mais quelqu'un qui avait fait un meme, puis il avait dit le monde va shut down pour le prochain Khabib versus Tony fight. Puis il avait juste fait un meme de même pour dire que le fight n'arrivera jamais. Mais tabarnak, le monde est shut down pour vrai. C'est incroyable. Non, c'est hallucinant. Moi, je fais partie d'un des rares, là, je pense que je suis pas mal tout seul, là, que j'étais pas... Tu sais, je veux le voir, là, ce combat-là, Tony là, contre Khabib, mais Justin Gaethje contre Tony Ferguson, c'est comme, on va en parler tantôt, là, mais ça va être de la bombe. C'est bien plus hot, mais pour l'aspect wow, genre de un nom contre un autre, c'est ça qu'on veut voir, mais pour l'aspect fight, tu veux voir Tony contre Justin, tu veux voir, c'est ça que tu veux voir. C'est un bon plan B, mettons. Yes. OK, on va sauter au prochain. On est rendu dans les welterweight. C'est qui que tu penses, toi, Guillaume? C'est qui que je pense? Je pense que ça va être Bryce Mitchell par... là, j'y vais conservateur, mais Bryce Mitchell, je vais juste le prendre... Moi, je le prendrais par décision. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il va réussir... Tu sais, un 3 rounds, c'est ça qui est... ça paraît long, mais c'est un peu court quand même pour... Fait que en tout cas, peut-être qu'il va y arriver à faire sa soumission, mais j'ai l'impression que ça va être une décision. C'est mon pronostic. Ça va être ma mise. Donc, le prochain, welterweight, Vicente Luque, qui est à 17-7 à moins 275 contre Nico Price, qui est 14-3 à plus 225. Ça m'excite. Ça va être quelque chose. Nico Price, là, il va-tu bien? Le connaissez-vous? Y a-tu toutes ses moi, je l'ai parlé une fois à ça, mon dernier combat. Je l'adore, là, mais tabarnouche. Il est sick, là. Puis, tu sais, je lui avais parlé après mon combat, puis j'étais comme, oh man, si. Puis j'étais comme, ouais, je vais t'avouer que ça va pas, là. Si, je pense que je vais plus être dans l'UFC. Puis, tu sais, j'étais comme, je vais t'avouer que j'ai pleuré. Puis là, Nico était comme, I'm gonna tell you, I cry, but in the shower. So, nobody saw me, but yeah, I cried too. J'étais comme, ouais, il est Mario Pelcha, il pleure sous la Great advice. Nice. J'étais comme, OK, merci mon boy. Puis, tu sais, lui, je pense qu'il s'était battu un mois plus tard, quelque chose de même. Il m'avait vraiment impressionné. Puis, mais je lui donne pas beaucoup de chance, malheureusement. Je pense que ça va être encore... il brawl, il va essayer, en tout cas. C'est sûr qu'il va essayer de le connecter. Ouais. Puis Luke, il est tombé dans le piège dernièrement contre Wonderboy. Non, le combat d'avant. Voyons, si j'ai vu tous les noms, là. Luque, il a perdu aussi contre Leon Edwards. Non, je veux dire, il avait gagné par split, Luque. Je m'en rappelle plus c'est contre qui. C'est celui qui est blanc puis qui dit qu'il est noir, là. Comment il s'appelle? Mike Perry. Ouais, Mike Perry. Oui, lui, c'est tout un personnage. Il est excellent. Le gars qui est blanc puis qui pense qu'il est noir. Je sais c'est qui, man? Mais c'est que Luque, il se bat souvent contre des coucous, là, tu sais. Ouais. Mais il était tombé dans le piège contre Perry, puis il était rentré dans une guerre, puis il avait gagné, mais par split, puis vraiment serré. Mais je pense que là, il va pas faire la même chose. Ça, au moins, il va essayer de l'amener au sol. Il est meilleur techniquement all-around, c'est ça? Ouais, il est pas mal meilleur all-around. Puis même debout, je pense qu'il y a une plus grosse claque, puis il y a une meilleure défense. C'est sûr que, bon, je pense que ça va être le lucky punch. Là. Je pense qu'il est meilleur partout. OK. Toi, Charles?
Luke, juste parce que tout son team avec lequel il s'entraîne, à mon avis, je pense, je mets jamais je vais jamais dire, oups, ok, je suis là. Ok, je vais jamais dire, une école est meilleure qu'une autre ou whatever, mais je trouve que une des meilleures écoles, c'est l'école où est-ce qu'il s'entraîne, où est-ce que Desmond Green s'entraînait, Tyron Spong, tous ces gars-là, c'est avec, pourquoi j'oublie son nom, c'est pas Rufus, c'est Gilbert aussi s'entraîne là. Gilbert Burns, hey man, tous ces gars-là là, sont en train d'avoir un striking ça va bien, là. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur Dutch kickboxing coach. Là, je suis sûr tu sais de qui je parle, là, le grand Henry Wolf. Man, leur team s'en vient tellement violente. Michael Chandler, Adam Borix, même si c'est des gars de Bellator, les gars s'en viennent violents, smart strikers, grosse lutte. Les gars, dans le fond, c'est des savages. C'était genre les Black Zillions, mais là, ils sont rendus avec Henry Hoover. Puis c'est juste un team de dudes qui sont juste trop forts. C'est des fighters dans l'âme. Fait que moi, je pense que j'ai beaucoup de respect pour Luke, puis je pense qu'il va get it done. OK, all right. Vous me faites changer d'avis. Moi, c'est comme... Moi, Nico Price, j'aurais mis un petit... pas beaucoup d'argent, là, mais genre juste un petit 2 sur un KO. Parce que je sais que c'est ça qu'il va essayer, là. Il va en prendre, puis il va en donner, puis il va essayer dans le middle d'essayer de connecter, puis il peut toujours être surprenant quand même. Il a toujours livré des bonnes batailles, par exemple. T'sais. Ouais, mais tu sais, l'affaire, c'est qu'ils se sont déjà battus, là, je sais pas si vous le savez. Là, oui, ils se sont battus, ça finit par décision? Non, soumission. Ouais, il a soumis Nico. Ouais, fait que je pense que... il connaît, il a le numéro. Ouais. OK. All right. Le crocodile... Jacare. Oui, on est rendu là. Ouais. Mais juste pour dire, là, par exemple, c'est quoi, il est à moins 275? C'est pas, c'est pas tentant, mettons. C'est pas super tentant, ouais. Peut-être par soumission, encore une fois, probablement que ça serait plus intelligent. OK, on est rendu à Uriah Hall, qui a une fiche de 15-9. Il est à plus 100 contre Jacare. Ronaldo Souza, qui a une fiche de 26-8, il est à moins 125. C'est des odds qui me surprennent quand même un peu. On dirait qu'on manque un peu de respect pour Souza, j'ai l'impression, parce que peut-être qu'on considère qu'il est un peu fini. Hall n'est pas sur une bonne run, mettons, là. Ben, il n'est pas sur une bonne run. Il n'est pas sur une terrible run non plus. Moi, j'ai trouvé Hall vraiment plus impressionnant ces 2 derniers combats. Oui, c'est un peu ajusté, t'as raison. Ouais. Puis attends, là, je cherchais le nom, là, mais il s'est battu contre Antonio Carlos Jr. à son dernier combat, Hall. Carlos, qui est un champion du monde de Jiu-Jitsu, un petit peu comme Jacare. Puis tout le monde mettait Carlos méga favori parce que tout le monde se disait, OK, si ça va au sol, c'est finito, là. C'est allé au sol, il a survécu, mais la grosse affaire, c'est que même si c'est allé, je pense, 1 ou 2 fois au sol, là, en mon souvenir, là, il n'était pas capable d'amener Uriah Hall au sol pendant le premier et deuxième round, puis il s'est soufflé, puis Uriah, il l'a vraiment maltraité. Jacare, il n'a pas si bien paru à ses derniers combats. Il y a de la misère contre les kicks. Ouais. Mais depuis Whittaker, j'ai l'impression. Là. Ouais, depuis Whittaker, il y a de la misère un petit peu. Mais je sais pas c'est quoi les odds, là. Il me semble que c'est à moins 125. Ouais, moins 125. À moins 125, je pense que je pense que j'irai avec Jacare à cause de son volume. Plus complet, non? Ouais, il est plus complet, puis il y a un gros volume de coups. Puis Uriah Hall, il y a de la misère contre le volume, c'est ça. C'est vraiment ça son problème. Il se met mettre beaucoup de pression. Fait que j'ai l'impression Jacare va essayer de le coller à la cage, faire penser au coup de poing, puis aller au sol ou le poser, tu sais. OK. Charles? Ouais. T'avais-tu de quoi rajouter? Ouais, moi, je pense que j'ai Jacare. OK. Charles? Canadian Gangster, tu te trompes. Yes! Non, moi l'aspect que je vais regarder sur ce combat-là, c'est surtout l'amélioration récente à chaque combat de chacun. Puis je pense que Jacare, malheureusement, la plupart de ses setups, c'est quelque chose d'assez répétitif, tandis que Hall, qu'est-ce qui est devenu dans ses 3, 4, 5 derniers combats à aujourd'hui? L'amélioration, c'est sûr que je donne un plus gros hats-off à Uriah Hall. Tandis que Jacare, c'est souvent répétitif son type de pattern.
swing, après ça, il change, il fait des excellents level change. Fait que si je prends en considération l'amélioration des dernières années des deux combattants, je pense que Hall pourrait avoir un edge dans ce combat-là. S'il show up, juste si il est smart. C'est ça le problème avec Uriah Hall. Là, j'y ai manqué un peu de respect, mais c'est parce qu'au début de sa carrière, c'était comme la meilleure affaire depuis le pain tranché. Là, tout le monde capotait ben raide. Là, c'était le prochain Anderson Silva ou presque. Là, puis finalement, ça n'a pas été tout à fait ça. Là, ça a été difficile quand même. Puis effectivement, sa main s'est un peu ajustée. Là, tu sais. Ouais. Mais un point que je donne au Canadian Gangster, Olivier Aubin, merci. C'est vrai qu'il y a de la misère avec le volume. Il a commencé contre Paulo Costa, il était sacoche. Uriah Hall était malade dans ce fight-là. Puis là, une de trop, une deuxième de trop, puis là, ça s'est mis à s'accumuler, puis là, il a complètement shut down. Qu'est-ce que Jacare peut apporter un volume? Il aime pas le combat, il aime pas quand ça... Il aime pas quand c'est dirty, là, non, c'est ça. Fait il se replie, puis là, il est vraiment en panique. Exact. Mais quand il est dans son groove, quand il est capable de danser comme il aime danser, il est vraiment le fun à regarder. Fait que, c'est plate, c'est le fight game, mais non, je pense que je donne un edge à Hall. C'est très intéressant parce qu'Olivier, tu dis qu'il est comme sous être un peu susceptible au kick. Uriah Hall, c'est un peu... il est bon là-dedans. Mais il va être très dangereux le premier round, selon moi, Uriah. Puis moi, j'ai vu ça comme... OK, c'est quoi il y a le plus de chances? Que Jacare l'amène au sol ou qu'il se fasse KO? Fait que je donne quand même, c'est quand même plus facile de l'amener au sol. Oui, Carlos, la dernière fois, il n'a pas réussi à soumettre Uriah, mais Jacare, il est quand même un autre niveau offensivement MMA. Fait que selon moi, si ça va une ou deux fois au sol, ça va être fini. Ouais, c'est comme le feeling que j'ai aussi. Ouais. Puis, mais ça, c'est quand même drôle, là, parce que au début, quand le combat a été annoncé, Uriah était à plus 150, à plus 160. Ouais, ça, c'est intéressant. Ça, j'étais comme, OK, je vais aller avec Uriah. Puis quand je pense qu'il dominait plus 100, là, c'est ça, c'est plus difficile pour moi. Là, c'est Moneyline, là, fuck that. Ouais. Ça, c'est les gamblers qui parlent, Charles. On change d'idée selon les odds. Pour aucune raison. OK, on s'en va chez les femmes maintenant. C'est Carla Esparza qui a une fiche de 15-6, qui est à moins 150 contre Michelle de Karate Hate Waterson. Est-ce que je suis une mauvaise personne si je dis que je savais même plus que Carla Esparza se battait depuis qu'elle a perdu contre Joanna Jędrzejczyk il y a 4 ans, 5 ans? J'avais jamais entendu parler d'elle. Je pensais vraiment qu'elle se battait depuis. Quand j'ai vu son nom, c'était « Ben non, voyons donc ». On l'oublie, mais Waterson est partout. Là. On l'oublie, mais c'est une ancienne championne. Ah oui, ben oui, c'est elle. Elle a gagné Ultimate Fighter contre... C'était Anthony Pettis, je ne sais plus trop contre qui. Puis elle avait gagné The Ultimate Fighter avec ça. Puis elle avait devenu championne. Elle a descendu contre Joanna. Puis Joanna... Ouais. Qui a une bonne petite Oh my God. On aurait dit un fight de bar à la fin. Tu sais, j'ai travaillé comme doorman, puis à la fin, Carla était de même dans le bar. Pas dans le bar, excuse-moi, dans le cage. Elle était de même. Elle avait les yeux fermés, puis elle punchait comme ça. Là, tu sais, elle était comme « Arrête! » Fait que j'étais comme « Man, ça, c'est plate. » J'ai pas aimé ça, voir ça, mais la fille a mangé une sale volée. Fait que quand j'ai vu qu'elle se battait contre Michelle Waterson, je pense que l'UFC aime beaucoup plus Waterson au niveau surtout publicité, etc. Fait que je pense que je sais pas. Je pense que. T'as Michel, toi? Olivier, toi? Parce que Carla est favorite en passant. Ouais. Moi, je passerais sur ce combat-là. J'aime pas les odds, là. Mais je pense que Esparza, je pense qu'elle pourrait surprendre Charles parce que l'affaire avec Esparza, c'est qu'elle aime vraiment pas se battre debout. Elle a peur de se battre debout, elle aime pas se manger des coups. Puis, on dirait qu'elle a comme plus accepté ça depuis ce dernier combat. Fait que, elle essaie de t'amener au sol. Ouais. Fait que selon moi, ça va être ça, c'est ça qui va arriver. Je pense que Michelle est meilleure au sol que Carla, mais je pense que la lutte puis le stalling de Carla va pouvoir gagner une décision. OK, une affaire plate. Mais ça m'étonnerait pas, par exemple, que Waterson lui fasse mal debout. Ou que la soumette. Là. C'est pour ça que moi, je vais passer sur ce Ouais, je comprends. Mais Carla Esparza, c'est comme beaucoup amélioré. On parlait de Uriah Hall qui s'est améliorée récemment, mais elle aussi, elle revient d'une victoire contre Alexa Grasso. Puis, la Mexicaine? Ouais, qui était sur une bonne run aussi. Là, fait que,
personnellement, mon cœur veut Michelle Waterson, puis mon portefeuille aussi. Fait que je vais miser sur Michelle Waterson. OK, on s'en va chez les lourds avec Alexei Oleinik, il y a une fiche à 58 victoires, 13 défaites quand même. Il est à plus 250 contre l'ancien champion Fabricio Verdum, qui est à 23,8, qui est à moins 334. Olivier, qu'est-ce que tu penses de ça? Oleinik, quel homme! Monsieur Ezekiel Choke. Hey man, j'étais tellement content quand ils l'ont accepté dans l'UFC. Ah ouais? Avec son petit dad bod, là. Ouais. Puis quand il a gagné par Ezekiel, quand il se faisait full mount, j'étais l'homme le plus heureux au monde. Ouais. Tu sais, je me demande si c'est pas le premier combattant à avoir gagné quand il se fait full mount. Tu sais, il était full mount. Non, il se faisait faire un full mount puis il a fait le Ezekiel d'en dessous. Ouais. Comme ça fait pas de sens. Je me rappelle plus combien il y en a d'Ezekiel Choke, mais c'est comme plus que 5 là, dans sa carrière. Ouais, c'est ça. Il y en a comme 6 peut-être dans l'UFC. Il y a personne qui fait ça, lui, il arrête pas. Tout le monde sait qu'il va faire ça, il fait pareil. Ouais. Mais malheureusement, je lui donne pas beaucoup de chance à Oleinik. Je pense qu'il va prendre la même stratégie qu'il a faite contre une autre personne, j'ai oublié son nom. L'ancien gros dopé. Il y en a quelques-uns, là, mais... OK. Péter Lesnar avec un genou. Overeem. Je pense qu'il va prendre la même... Je pense qu'il va prendre la même stratégie qu'il a pris contre Overeem puis qu'il n'a pas réussi. Il va aller all-in les premières minutes puis ça va être pas mal ça. Parce que Ezekiel, ça marche contre certains heavyweights, mais contre un champion du monde en jiu-jitsu. Pas certain que ça va fonctionner. T'as pas tort. Je le donne à Fabricio, celui-là. Cool. Charles? Sans mots. Je passe. Ça t'intéresse pas, genre? Non. Effectivement, c'est pas super intéressant. Je veux dire, il est rendu à 42 ans, Verdum, là. Non, c'est super intéressant. Moi, je suis comme, yes, le freak show de la soirée. Je pense que ça va être un bon freak show, malheureusement. Ça va être... man. Moi, j'espère juste qu'après 5 minutes, les deux vont être en train de mourir. Genre. Écoute, quand on parlait de dudes qui peuvent pas vraiment se pratiquer à l'entraînement avec des partenaires puis tout ça, je pense que ici, ça va être le bout où ça va se voir. OK. Nice. On embarque dans un combat un petit peu plus sérieux. C'est deux gars vraiment sur une pente descendante aussi. Là. Anthony Pettis qui est à 22-10, une fiche de 22-10 qui est à moins 150 contre Cowboy Donald Cerrone qui a une fiche maintenant de 36-14 qui est à plus 125 des odds quand même plus serrés que je pensais. Votre take là-dessus, Olivier? Moi, j'ai Pettis. Encore une fois, c'est un combat que je vais passer, par exemple. Là. Je vais rien mettre là-dessus. Mm-hmm. Mais je pense que ça va être Pettis. La raison, c'est que Pettis est probablement un des meilleurs combattants qui se bat à distance. Donc, dès qu'il est à un coup de pied près, il est très, très, très bon. Il a vraiment de la misère contre le monde qui met de la pression sur lui. Et malheureusement, Cowboy Cerrone ne met pas de pression. Lui aussi aime ça, se battre un petit peu plus à distance. Il va toujours être devant toi. Il est bon en counter-punch, par contre, mais Cowboy, il se fait frapper présentement. Ça un menton. Puis, c'est pas un gars de volume, là, vraiment, là, Cowboy. Fait que je pense que Pettis va l'emporter pour une deuxième fois. Là. Cool. Charles? Anthony Pettis, c'est mon héros depuis que j'ai commencé ce sport-là. J'ai regardé tout le temps Showtime Kick, je sautais ses murs dans le gym, puis je voulais tout le temps être comme lui. Ça a été mon héros pendant des années, surtout quand j'ai commencé. Mon dream match-up aussi, un jour je vais me battre avec, ça c'est sûr. Pour ce qui est de son combat contre Cerrone, c'est sûr que Cerrone, il y a moins de, comme les gens disent, il mange beaucoup de coups, beaucoup trop de coups. Par contre, Pettis, avec ses mains, il lance souvent des overhands qui peuvent finir, mais pas avec la puissance, exemple, de Justin Gaethje ou Eddie Alvarez ou des gars comme ça. Je pense que la puissance est vraiment dans ses jambes, dans ses kicks. Ça va être une question de qui va faire le plus de setup, qui va plus setuper ses kicks. Pettis a gagné avec un kick au foie qui était
horrible, sérieusement. Juste le son que ça l'a fait, Cowboy, il s'est plié et il était plus capable. Est-ce qu'il va essayer les mêmes setups? Est-ce qu'il va se battre en droitier? Est-ce qu'il va se battre en gaucher? J'en ai aucune idée. Souvent, ce que Pettis aime faire, c'est se battre en gaucher quand il est contre un droitier et vice-versa. Fait que tout est une question de setup. Je peux pas choisir des gagnants là-dedans, mais c'est un combat que j'ai absolument hâte de voir. Ouais. C'est chez les 170. Est-ce que 170, Cowboy... Chez les 170? Ouais, c'est ce que j'ai. Ah, ben, sûrement que Cowboy, il voulait pas couper 3 fois d'affilée à 155. Ben, Charles, ton combat contre Pettis... J'en ai rien à foutre, man. Je vais me battre à 170 livres. Là. Non, mais... Dis, moi, mon plan en ce moment, c'est aller me battre contre Cobb Swanson, gagner, puis après ça, demander mon fight contre Pettis. C'est mon dream match-up. Hey, c'est un héros. L'entraînement, ça va être de manger. Sponsorisé par les poutines du Québec, mon gars, man. On va monter à 170 bien rapidement. Sponsorisé par Olivier Primo, mais... Les gonches. Mais ouais, c'est deux gars qui montent, qui descendent. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils n'ont pas vraiment besoin Parce qu'ils aiment se battre. Ces gars-là, c'est des guerriers. Puis, tu sais, être champion, Pettis l'a déjà été. Je pense pas qu'il y a la fin de leur devenir. Ouais. Cerrone, c'est encore derrière sa tête. Mais, tu sais, Cerrone, il est dans le Hall of Fame, qu'il soit champion du monde ou pas. Fait que, tu sais, les deux, c'est plus leur motivation. Leur motivation, c'est vraiment get in there puis fracasser quelqu'un. Fait puis faire de l'argent. Fait que, puis, tu sais, le monde, ils disent, c'est pas bon quand c'est l'argent le problème. Pardon? Moi, je pense que c'est plus l'argent présentement pour les deux. Ben, c'est sûr. Le monde, ils disent c'est pas normal que tu fasses ton sport pour l'argent, mais quand tu es comme moi qui viens de faire un bonus, moi, je disais tout le temps l'argent. Tu sais, je me suis fait payer 40$ pour mon premier combat en Thaïlande. C'est comme, wow, 40$, je capotais. Fait que, tu sais, ces gars-là qui ont touché des bourses incroyables pendant leur carrière, puis l'argent reste une grande motivation, puis c'est comprenable. Ouais, non, c'est sûr, certain. On va tomber dans le main card, les gars. Je vais pas donner ma prédiction, mais moi, je pense que ça va être Anthony Pettis. Moi, je pense vraiment, là, Cerrone est shot, là. C'est chiant de dire ça, là, mais tu sais, je veux dire, la dernière fois, c'était difficile, puis je veux dire, il s'est fait rincer, mais d'une manière que t'es comme, oui, il t'a touché, là, McGregor, mais pas complètement flush. J'ai l'impression qu'il est un peu... aussitôt qu'il se fait frapper, là, il fait le turtle, puis il attend que l'arbitre arrête le combat. Il est rendu là dans sa carrière. J'espère que ça va faire un fin. Là, mais... On va parler de l'inhalateur, man. Oui, c'est vrai. Tu me rappelles ça. Je me rappelais plus de ça. Il y a un no contest. Lui, il ne fait rien pour se faire aimer. Là, hein? On parle de Craig Hardy, on est chez les poids lourds. On est chez les poids très lourds, en fait. Les gars qu'il faut qu'ils descendent pour être en bas de 265. Là. Craig Hardy, il a 5 victoires, 2 défaites. Il est à moins 188 contre Jorgen De Castro qui est invaincu. 6-0 est à plus 162. Des gros gars qui frappent très lourd. Je pense que ça va être assez explosif. Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que Greg, c'est un super athlète. Là. C'est vrai. On va se souvenir que ce dude-là, c'est un joueur de football. Il s'est fait... calissé dehors. Il a battu sa femme. Puis... Oui, il a battu sa femme dans un ascenseur. Il a fait « I want that ». Ben oui, il a dit. Puis, non seulement I want that, mais I want that on my mind card. Mais oui, moi, j'ai moins de problème avec le fait que, tu sais, il a le droit de refaire sa vie, tout ça, puis tout le monde a le droit à une deuxième chance. Mais je trouvais qu'on le mettait un petit peu trop haut dans les cartes. Puis mais il est populaire. Il est populaire. Il veut des views, puis c'est autant con que ça sonne. Tu mets pas un wife beater qui sur tes main cards, mais bon, c'est très américain de faire ça. C'est pas étonnant. Mais c'est tout un athlète. Absolument. On va se le dire, là, d'habitude, il n'y en a pas des athlètes comme ça là, dans le MMA pour la simple et bonne raison qu'être un athlète de aussi, physiquement, là, athlétiquement, là, aussi haut niveau, c'est que tu vas faire du basket, tu vas faire du football, tu vas faire tous ces sports-là que tu vas gagner 8 fois plus que quand tu fais du MMA. Là. Fait que c'est très rare des athlètes, des spécimens physiques comme ça dans Yoel Romero. Qui est un lutteur, puis de Cuba, fait que lui... il y a moins d'options. Il pouvait pas vraiment faire ça.
il allait se faire payer le même prix. Puis, mais c'est ça, je pense personnellement qu'il va gagner. Mais je pense qu'il faut que tu ajoutes un petit 10% à... Comment il s'appelle l'autre? De Castro. De Castro, parce qu'il y a de bonnes chances qu'il se fasse disqualifier. C'est vrai, man. Le pire ennemi de Greg Hardy, c'est himself. C'est lui-même. Je pense que soit il va se faire mettre... il pourrait se faire mettre KO ou il va se faire disqualifier. Fait que c'est à savoir si ça donne le bon pourcentage. Moi, je vais passer sur ce combat-là. Tu passes, OK, Charles, toi? Mais, ouais. Je passe. Tu passes aussi. Mais moi, j'ai l'impression... C'est parce qu'on le connaît pas beaucoup, hein, Yorgan de Castro. On l'a vu une fois en UFC, je pense. Puis c'est un KO absolument incroyable sur Justin Tafa. Mais pour vrai, quand même, c'est un des KO de l'année. Là. C'est comme si un sniper avait tiré le dude qui est comme tombé juste à plat ventre. C'est un peu comme ton KO contre Choi. Là. Il a l'air à frapper fort. Il n'a pas l'air super. Il n'a pas l'air en forme. Il n'a pas l'air techniquement. Mais il va essayer d'en placer une couple. Il va brawler, là, d'après moi. Là. Mais c'est un win-win pour l'UFC, cette fight-là. Si Hardy gagne, tant mieux. Puis si Hardy perd, tous les fans de football ou whatever qui checkent ça, pour genre dire, OK, on pensait que les gars de foot, ils étaient bons puis ils pourraient se battre dans l'UFC vu qu'ils sont big. Oh. Mais ils viennent de se faire knocker par De Castro. Fait que finalement, l'UFC sont les... Fait que, c'est un gros win-win pour l'UFC. C'est un excellent move qu'ils ont fait. Puis l'autre affaire aussi, c'est que qu'est-ce que j'ai aimé, là, il y a beaucoup de points d'interrogation, par exemple, avec ce combat-là, parce qu'on ne sait pas vraiment c'est qui De Castro. Là. Mais à son premier combat, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'il a fait beaucoup de corps à corps avec son adversaire. Je pense que ça va être une des façons de battre Greg Hardy, c'est de faire de la lutte puis de le fatiguer contre la cage. On l'a vu avant. Avec son poids, là. Ouais, avec son poids. Greg, c'est un joueur de football encore. Il aime ça exploser. Il aime pas ça faire un marathon. Fait que, on l'a vu précédemment. Sans inhalateur, c'est pas... il y a eu l'inhalateur, puis l'autre combat, 2 combats avant ça, quand il commençait à devenir fatigué, il a donné un genou dans la face du gars quand il était au sol. Ouais. Il n'aime pas ça être fatigué. Fait que, Ben, moi, je prendrais le gamble, les gars. Moi, je le prendrais de Castro. Parce que j'ai vraiment acquis du respect pour Greg Hardy, par exemple. Là, au début, j'en avais pas beaucoup. J'étais comme, il va se faire KO, là, aussitôt qu'il va monter de niveau. Puis Crème, contre Volkov, il a été impressionnant dans la mesure qu'il était jusqu'à la limite. Là. Bon, Volkov a été très, très prudent. Mais j'ai l'impression qu'un brawler moindrement wise va le connecter. Puis je sais pas comment il va pouvoir répondre à ça. Il est tellement lourd. Je veux dire, aussitôt que tu te fais connecter puis t'es 265 livres, là, les jambes, ça doit être difficile. Là. Mais c'est un feeling, là. C'est vraiment pas... suivez pas mes conseils là-dessus. Ouais, mais je vais méditer là-dessus pour de vrai. Je vais peut-être le faire comme toi. C'est un beau risque, mettons. C'est un beau risque. Ouais. Je dirais 25% de chance que ça arrive, là, pas beaucoup. Là. Mais attends, 25%, mais c'est quoi les sur les UFC? C'est ben trop dangereux. Hey, mon gars, moi, la manière que je bête, là, je l'ai jamais dit à personne, mais c'est pathétique. Là, j'ai mis 100$ il y a, genre, je sais pas, 3 ans. Je roule encore sur ce 100$-là, mais je pense que j'ai retiré à maner une fois 500$, puis je roule encore sur... Tu sais, je veux dire, je fais pas d'argent, c'est juste pour le fun. Je vais mettre 200 sur lui, je vais mettre un 3 sur lui. Non. J'ai déjà fait ça live, mettons, quand j'étais à Vegas, je mettais full de cash comme un imbécile, parce que j'étais sous. Mais chez nous, je suis plus relax quand même. Il y en a tous les samedis, des cartes. Là, fait que... Mais je pense que lui est plus gros gambler que moi. Ouais, ben non, mais moi, je suis comme toi, là, je te l'avais dit hier, là, c'est que moi, j'ai fait une esti d'erreur quand j'ai commencé à faire un petit peu de gambling, c'est que j'ai mis de l'argent sur un site, puis j'ai pris le bonus du site. Qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire? Parce qu'il faut que tu fasses un rollover. Puis, tu sais, moi, je fais pas des gros paris parce que je fais ça avec mon bankroll, avec des units. Fait que, un unit, c'est 1% de mon bankroll. Fait que, puis rollover, c'était 6 fois. Là, fait que ça fait 2 ans que j'essaie de passer mon rollover que je suis pas capable. Fait que, en réalité, c'est que on n'est pas des gros gamblers, finalement. Ben, c'est ça, mais on a l'air, là, mais c'est pathétique. Je joue de l'argent que j'ai pas. J'essaie de sortir depuis 2 ans, puis juste tu sais, c'est très drôle. Je pense que là, mon unit, il est rendu à
à 23 $. Fait que, tu sais, c'est 23 $ chaque bet là, que je fais. OK. Quand, ouais, c'est ça. C'est pas énorme. OK, on va essayer de rapper ça un petit peu plus rapidement. Pour le reste, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Bon, même si vous avez sûrement pas... on est relax, là. On n'a pas 1000 choses à faire, mais je veux quand même pas vous retenir. Calvin Kattar contre Jeremy Stephens. Ça, c'est un sleeper pour moi. Malade comme combat, sérieusement. Ça, tu peux pas dormir là-dessus. Ça, encore une fois, si t'es pas un connaisseur de l'UFC, t'es sceptique, tu vois ces noms-là, t'es comme mais Jeremy Stephens, à part être who the fuck is that guy, c'est un sale cogneur, sale dangereux. Je prends énormément de props de savoir que juste lui et moi qui avons réussi à passer au travers de Choi, le KO. J'aime ça parler. Non, mais ça, c'est pas. Tu peux pas dormir sur cette fight-là. Cette fight-là. Calvin Kattar, sa boxe est incroyable. Jeremy Stephens veut t'arracher la tête avec. Tu sais, lui, il n'a pas un jab, il a une main gauche. Là. Il veut vraiment te massacrer. Fait que ça, c'est mon bonbon de la carte pour de vrai. Fait que Jeremy Stephens, je pense qu'il va l'emporter. Je pense que tu penses qu'il va le faire? Bon. Tu penses qu'il va, qu'il va réussir à le connecter? Je pense parce que lui, il a eu des gros problèmes de dépression. Il a eu tout plein de moments difficiles dans sa vie. Je ne suis pas en train de dire que ça a un effet, mais je pense que ça a changé sa mentalité de combattant de dire do or die. Tu sais, je m'en fous et je veux te passer au travers. Fait que ça, c'est de quoi que j'admire, c'est de quoi que je respecte énormément. Tandis que Calvin Kattar est un petit peu plus relax, il est un petit peu plus slow starter. Tu sais, s'il avait ouvert la machine contre le Russe Magoshi Petapetapeta. Zabit Magomed Charipadouin. J'ai abandonné pendant. S'il avait ouvert la machine un petit peu plus rapidement, il avait été un petit peu moins calculé, plus dans une mentalité de fighter que de calcul. Je pense qu'il aurait pu passer au travers. Est-ce que Calvin Kattar va être capable de flip cette switch-là? Je sais pas. Je pense que Jeremy Stephens, il a la switch. Fait 5000 sur Jeremy Stephens par KO. Ah yes, he's in! Dans le gamble game. OK. Non, j'aime ça parce qu'il est à plus 200. Fait que c'est payant. Si tu mets 5000, mon gars, tu vas faire du cash. Olivier, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? C'est parce que je pense que ça va revoler, là. Ouais, non, moi, j'aime beaucoup Kattar. Je pense qu'il va devenir un des futurs prospects, probablement qu'il l'est déjà. Là. Oui, il l'est déjà, mais il est comme on sait pas, il est issu de l'élite ou c'est juste un prospect? C'est ça qu'on se demande en ce moment. Exactement. Puis, il y a des très bons counters, il y a ses coups là, sont vraiment droits. Là. C'est vraiment une ligne droite quand il donne ses coups. Moi, je l'aime beaucoup. Contre Shane Burgos, quand il a mis KO, c'était vraiment un des plus beaux KO que j'ai vu. Là, un 1-2 step back uppercut, c'était sick. Puis qu'est-ce que j'ai aimé quand j'ai vu avec le combat avec Shane, c'est que Shane qui mettait beaucoup de pression, un petit peu, même qui met plus de pression que Stephen, là. Puis il a vraiment bien dealé avec ça, Kattar. Il était calme, il bloquait les coups, il contrait. La chose que j'aime pas de Kattar, c'est comment il counter le jab. Il counter le jab avec sa straight en même temps que l'autre fait un jab. J'aime pas beaucoup ça. C'est très boxe, hein? Ouais, c'est très boxe, mais j'aime ça quand il le fait contre d'autres personnes, mais contre Stephen qui n'a pas de jab, qui a juste une grosse main arrière, je trouve ça un petit peu dangereux. J'espère qu'il a compris ça. Parce que, tu sais, Stephen, il va pas lancer le jab pour le blesser. Là, il va lancer le jab pour vraiment lancer sa grosse main arrière, sa grosse patate arrière. Ça, c'est, en tout cas, j'espère que Kattar va gagner. Moi, c'est quelqu'un que j'aime Kattar, beaucoup. OK. Ouais. Moi, de mon côté, écoute, j'étais vraiment pas certain. J'hésitais un peu et Charles m'a complètement hypé sur Stephens avec plus 200. Je suis comme yes là. Yeah! J'ai toujours aimé Stephens. Tu sais, il m'a vraiment impressionné contre Yair Rodriguez. Il a perdu quand même, mais il était en problème. J'étais sûr qu'il était fini. Puis il a tellement de cœur là. Il a donné tout le trouble du monde. Il a perdu, mais quand même, tu sais, c'est tout un striker, Yair Rodriguez. Fait que je pense que ça va être un bon combat anyway. Puis écoute, je pense que Stephens peut le faire là, comme il avait fait avec Josh Emmett. Il y a un KO qui sort de nulle part, qui est complètement dévastateur. J'y vais pour ça. Let's go. Mais c'est quand même nice comme combat. C'est comme le technicien contre le gros... le technicien contre le gars plus physique qui va frapper plus fort. Tu sais, j'ai toujours des combats qui sont intéressants. Ça. Ouais. OK, là, en parlant de KO, on entre dans le... Écoute, c'est probablement
Mais en même temps, je dis ça. Derek Lewis contre Francis Ngannou, on était sûr que ça allait être un KO, puis ça a été la pire affaire qu'on a vue de nos vies. Là. Mais on a Francis Ngannou qui il a une fiche de 14-3, il est à moins 300 quand même. Contre, là, je ne suis pas capable de le dire. Êtes-vous capable de dire Rosenstruck? Non. Jairzinho Rozenstruik. Ouais, ça va être ça. C'est le mieux que je peux faire. Qui est invaincu 10-0, qui est à plus 240. C'est deux gars qui vont pour le KO, qui frappent fort, qui ont une force de frappe surhumaine. Là. C'est pas quelque chose qui s'apprend, là, j'ai l'impression. Comment vous voyez ça? C'est qui va l'avoir le KO là-dedans? Je donne plus de chance à Ngannou, mais moi, je vais m'essayer avec... Ah ouais? Contre le gars qu'on peut pas... on peut pas dire son nom. Mais ouais, non, je trouve que la ligne est un petit peu... plus 240. Elle est trop intense pour un heavyweight. Là. Ouais. Je trouve que ça fait pas de sens, surtout que, tu sais, Rozenstruck, il a quand même un background en kickboxing. Oui. Il est quand même très technique. Il est pas super technique même. Il est technique pour un heavyweight, là. Oui. Mais il est plus technique que Ngannou. Mais il est plus technique que Ngannou. Mais Ngannou fera vraiment, vraiment plus fort. Fait que selon moi, ça va être soit vraiment expéditif, là, je vais faire c'est le pire bet de ma vie, ou je vais gagner puis je vais faire yes, c'est le meilleur bet de ma vie. Ouais, c'est le combat va pas te chercher une bière. Là. Toi, Charles? Je pense que Rozenstruck, en étant undefeated, il n'a jamais vraiment goûté à peut-être, mais à autant d'adversité que Ngannou a fait face. Moi, de perdre, c'est les deux affaires qui m'ont fait le plus changer. Fait qu'il y a soit qui va arriver avec la confiance qui est indestructible, mais quand tu te fais frapper, même si tu bloques avec tes bras, tu te fais frapper sur le bras, tu ressens la puissance de la personne. Puis je pense que ça va être difficile pour lui de s'adapter à la puissance d'un Ngannou. Fait que, comment il va gérer cette pression-là va décider comment le combat va se passer. Fait que moi, mon bet, j'irai avec Ngannou parce que je veux pas être du bord de Olivier. Mais ça va se passer pendant les 5 premières minutes. Hein? Si Ngannou gagne pendant les 5 premières minutes, c'est ça. Si il n'est pas capable de le mettre KO pendant les 5 premières minutes, je pense que Rozenstruck, c'est ça. On a vu que lui était dangereux tout le long parce qu'il perdait là, contre Alistair Overeem. Ça allait vraiment pas bien. Puis, 15 dernières secondes. Guillaume. Parle-moi j'ai encore des flashbacks. Mais 15 dernières secondes, il a éclaté la tronche. J'ai rarement vu ça. La lèvre qui ouvre de même. Assez incroyable comme KO. Fait que le gars, il transporte sa puissance tout le long du combat. Là. Il est jamais à éliminer là, complètement. Mais moi, je miserais jamais de ma vie contre Ngannou. Là. Je sais pas comment tu fais pour faire ça. Là. Je veux dire, trop un freak, là. Ça n'a pas rapport. Là. Moi, j'ai misé une fois contre lui, puis c'est la pire erreur de ma vie. C'était contre... Hey, qu'est-ce que je peux avoir avec les noms? Le lutteur mexicain. Le lutteur mexicain Dos Santos? Non, celui qui a battu Dos Santos 2 fois. Dos Santos l'a battu 1 fois. Je sais pas de qui tu parles. Voyons, il était champion, il a battu Lesnar. Ken Velasquez. Ouais, mais là, Ken Velasquez, il revenait de quoi? 4 ans? 3 ans? 4 ans? Mais moi, j'étais comme, Ken va l'amener au sol, ça va être parfait. Eh boy, ça a été 30 secondes quelque chose. plus tard, j'ai comme, c'est pas tant parfait que ça. Ouais, non, c'est ça. Le pire, man, c'est que même si tu le mets au ralenti, on dirait que tu vois même pas de shot toucher Kane. Kane fait juste genre, juste toucher, man. Mais on n'avait pas le bon angle. Ngannou, man, son aura, il est puissant parce que, tu sais, les vidéos là, de fake martial arts là, qui font comme. Oui! Toi, tu tombes, là. Hey, man, c'est ça qui a fait à Cain Velasquez. Fait que c'est pas ça que mon but est avec Ngannou. T'as raison à 100%. Puis, crime, une affaire qu'il faut dire quand même, Francis Ngannou, il y a une mâchoire là, contre Stipe, là. À un moment donné, il mange des grosses shots, puis il est trop gros, là. Tu sais, il y a le coup de même, là. Fait que, il va être dur à mettre KO, j'ai l'impression. Je sais pas si on te fait changer d'idée, Olivier, mais c'est ce que tu veux avec ton argent, là. Avec ton argent imaginaire, là, que tu pourras jamais toucher. Mais je pense que ça va être les 5 premières minutes qui vont décider. Là. Mais j'espère que... Tout le temps ça à ma blonde. Hey, c'est grave. On parle-tu de combat, là, encore, ou on parle de... t'as Charles, moi.
C'est pas faux, à quelque part, on va te le donner. C'est pas faux. C'est comme je suis dans le mot. Non, ça sera pas. C'est pas mon. C'est pas ma journée. Mais ouais, la seule chose que je veux voir, c'est Ngannou contre Greg Hardy, man. Les deux spécimens physiques. J'espère que soit les deux gangs, soit les deux pairs. Pour qu'ils puissent se battre ensemble après ça serait ça n'a pas rapport, du bonbon. Là. Ouais, vraiment. OK, on va essayer de wrapper ça up. Il nous en reste juste deux. OK, on est rendu dans un combat de championnat. Dominic Cruz, qui est de retour après quoi? 3 ans, c'est ça? 3, 4, je sais plus, là. Presque 4, là. Qui a une fiche de 22-2, ancien champion. T'as plus 187 contre Cringe Henry Cejudo à 15-2, moins de 25. Vas-y. Henry Cejudo, c'est le Cringe King. Ça, je vous le donne. Mais par contre, tantôt, ce matin, j'étais assis puis je me suis mis à regarder les countdowns. Henry Cejudo a beau être le Cringe King, man. Je l'ai regardé combattre. C'est comme moi, je voulais rien savoir là, de ces combats. Je m'en ouais, je comprends. C'était, man, comme l'an 40. Je me suis assis, je me suis dit, OK, je vais regarder les performances de Cejudo. Man, c'est une beast. OK, oui, il est super cringe, mais sorry, Dominic Cruz vient d'une autre era, puis ça n'a aucun rapport. Je pense qu'il va se faire laver bien raide par Cejudo. Cejudo, il est fort physiquement, il est rapide, il est puissant, il est versatile, puis il vient complètement d'une autre era, puis il y a cette espèce de mentalité-là de « il est le greatest of all time ». À quel point il est cringe, à quel point il y a des shots que j'avais le goût de lancer mon soulier dans la TV, que, man, hats off to him, c'est une beast. Puis Dominic Cruz, avec ses chicken legs, puis tu sais, non, je penserais pas, man. Je pense que Chicken Leg va prendre le bord. Mais j'adore Cruz, je suis un grand fan de Cruz, mais c'est différentes eras, différentes sortes d'athlètes, c'est Udo for the win. Mais tu sais, moi je suis d'accord avec toi, je veux dire, à plus 187 pour Dominic Cruz, je veux dire, on touche pas à ça. S'il réussit ça, Dominic Cruz, c'est incroyable. C'est probablement un des plus gros comebacks de l'histoire de la UFC. Là, on s'entend? Absolument. Fait que plus 187, tu touches pas à ça, ça pourrait avoir. S'il réussit ça, je veux dire, il devrait être à plus 800. Là. Tu sais, ça n'a aucun sens. Puis Cejudo, j'ai jamais compris vraiment son style. C'est un lutteur à la base, mais il y a comme un karate stance. Il est vraiment dur à saisir. Puis il y a tout un cardio aussi. Là, il a l'air pas tuable. Fait que, moi, je prendrais Cejudo aussi. Toi, Oli, il va pogner Cruz, là. Ouais, moi, je pogne Cruz. Ouais, je pogne Cruz. Pour vrai? Ouais, non, je niaise vraiment pas. Aïe. Mais tu sais, il l'a réussi 2 fois. 2 fois, Dominic Cruz est revenu de 2 ans, une autre fois 3 ans, contre des tops, puis il a gagné. Fait. Puis je passe quand même sur le combat, là. Tu mettras pas d'argent là-dessus. Si Cruz est à son pic, Cruz est meilleur que Cejudo. Puis l'autre affaire, c'est que, Cejudo, il a gagné la ceinture à 135, mais il a fait un combat à 135. Il s'est jamais battu contre des géants comme Cruz. Là. Man, Cruz, là, il a 4 pouces de plus de reach. 4 pouces de plus de reach. Puis attends, c'est pas juste ça, là, c'est que son style à Cruz, c'est justement de rester loin. Touch and fly. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Oui, je pense qu'il va se faire amener au sol par Cejudo, mais le sol de Cejudo, il n'est pas super avancé. Cruz, qui est vraiment bon pour faire des scramble up. Je pense que si Cejudo l'amène au sol, il va être Cruz a juste scramble up. Mais après, s'il est en bonne forme, je vois pas Cruz. On a vu des vidéos d'ailleurs de lui qui s'entraînait, il avait l'air en shape pour Dominic Cruz. Je veux dire, c'est juste, il fait des mythes. Là, je veux juste faire une petite parenthèse à propos de Cruz. La seule fois qu'il a perdu solide, c'était contre Cody Nola. Puis qu'est-ce que Cody a fait? À place de courir après Cruz, il a attendu Cruz tout le long. Puis Cruz, il est pas bon là-dedans. Cruz, il veut se faire charger comme TJ Dillashaw a essayé de le charger. Fait que moi, je pense que si Cejudo reste comme pose, puis il l'attend dans le milieu, puis à chaque fois que Cruz essaie de rentrer, il le fait payer, puis il shoot. Cruz va perdre du momentum. Cruz, il est bon en fighting backwards, in and out, mais quand il y a quelqu'un qui l'attend les pieds bien fermes dans le milieu, comme Cody le fait, ça l'a vraiment joué à son désavantage. Fait que ça dépend. Ouais, t'as raison, tu m'as mis un doute dans la tête, puis tout dépendamment comment Cejudo va faire face à tout ça. Puis tu sais, je pense que aussi la différence, c'est que Kobe était quand même plus grand que Cejudo. Puis il n'y avait pas 4 pouces de différence. Fait que tu sais, je pense que Cruz va pouvoir rester vraiment plus à distance que contre Galbraith. Puis on va se le dire aussi, Cody avait des bombes atomiques là, dans les mains. Là. Beaucoup plus que Cejudo.
Ouais, mais c'était tout. C'est bon, Oli, t'as raison, bye! Non, mais pour de vrai, moi j'adore ton analyse, sérieusement. Moi, j'aime Cruz, mais en même temps, c'est que... Mais on sait pas. Il y a tellement de points d'interrogation, on ne sait pas ça va être qui. Ça va être Cruz qui s'est pointé contre Cody, puis pour soit dit 100%, Cruz était blessé là, à ce combat-là. Ouais, il voulait pas trop mettre d'emphase là-dessus, mais effectivement. Puis, ça va-tu être lui ou ça va être celui qui s'est battu contre TJ, qui s'est battu contre Mighty Mouse? Il a quand même détruit Mighty Mouse. Là. Oui. Mais c'est vraiment un style, je sais pas. Ben, moi, je touche pas à Cruz parce qu'on le connaît pas assez. On sait pas c'est qui en ce moment, là, tu sais. Mais le Cruz à son pic, moi j'aurais misé sur Cruz 100 000 à l'heure parce que j'ai l'impression son style herky-jerky, comme in and out, puis des takedowns qui viennent de nulle part, puis tout ça, il a l'air vraiment difficile à cerner là, pour tous les combattants qui se sont battus contre lui. Mais Cejudo, pour vrai, moi je l'haïssais, là. Je le détestais, là. Puis il a obtenu mon respect contre Moraes. Là, je sais comme, OK. Ouais. Tu as monté de catégorie, puis tu as fait ça. Tu as pris des grosses shots, puis tu l'as essoufflé, puis tu l'as fini. Ouais. T'as beau être cringe, là, t'es top. Là. Fait que. C'est Udo. Sans blague, là, genre, même sur enfer. Mettre encore plus d'enfer, là, c'est. Moi, j'aurais bêté sur Cruz à moins 200 s'il est à son prime. Ouais. Sans blague. Ouais, moi aussi. Moi aussi, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ça, c'est vraiment un moment où Cejudo peut le shiner puis nous montrer exactement à quel point c'est un grand fighter. Ouais. Combat principal. On y va! Maintenant, on est rendu là. Malade. Le filet mignon. Ça va être bien. Ça va être incroyable, ça, sérieusement. Je pense que ça va juste ressembler à deux gars qui se tirent dessus jusqu'à temps qu'il y en ait un qui tombe, man. Gunslinger. Là, OK, on va le dire. C'est Tony Ferguson qui a une fiche de 25-3, qui est à moins 188. Contre Justin Gaethje, qui a une fiche de 21-2, qui est à plus 162. Justin Gaethje, c'est lui qui a le plus de bonus, pas de l'histoire, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là. Dans le peu de temps qu'il a été là, tous ces combats, il y a eu des bonus. Il y a eu 7 bonus en 6 combats, ouais. C'est ça, exact. Oui, parce que dans son premier combat, il a fait Fight of the Night plus Performance of the Night. Fait que c'est 100 000 US de plus dans son compte. Fait que hats off to him. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Vas-y, Charles. Oui, t'as l'air excité. C'est ta catégorie? Non, c'est pas ta catégorie. Toi, t'es Non, 155. 155, OK, ouais. Excuse. Ouais. Tony Ferguson, slice up, les gars. T'sais, il va rentrer avec des elbows puis il va manger tous tes coups. Sans problème. Par contre, une couple de fois dans son combat contre Anthony Pettis, il a mangé des overhands. Puis comme je disais tantôt, Anthony Pettis, c'est pas lui qui a les mains les plus lourdes. C'est pas lui qui a les gros crochets et les gros overhands les plus lourds. Puis il a droppé Tony. Tony revient, il se refait drop à cause d'un petit overhand. Tout ce qui est sur le bord de la tête. Fait que, tandis que Justin, c'est son... exactement. Tandis que Justin, c'est son bread and butter. Fait que ça me fait énormément peur. Moi, je pense que tout va se jouer dans le premier round. Est-ce que Tony est capable de slice up avec ses coudes? T'sais, ils ont mis des photos de tous les derniers adversaires de Tony. C'est incroyable. Tous les gars sont coupés. Tout partout. Ils ont plein de sang en face. Ils sont amochés, mais raides. Justin, pas le meilleur défensif. Mange beaucoup de coups. Mais tu sais, manger un coup de poing, c'est une chose. Mais se faire couper l'arcade, avoir du sang en face, pas avoir de vision, puis pas être capable de viser ses shots, c'est là que ça vient rentrer en compte. Qui va être capable de couper qui, puis qui va être capable de lancer son overhand. Je suis extrêmement stressé pour Tony, mais moi, El Cucuy, ce que j'aime le plus de lui, c'est qu'il a son style. Il va s'exprimer à sa façon. Puis ça, j'ai énormément de respect pour quelqu'un qui arrive dans un sport puis qui dit « je vais le faire à ma façon, puis je vais le faire à ma façon contre les meilleurs du monde ». Fait que Tony Ferguson, c'est mon pick. Nice! Tony Ferguson pour... c'est ça, c'est quand même assez serré. Là. C'est quasiment un pick-em fight. Là. Ben, pas tout à fait, là, mais presque. Toi, Olivier? C'est un pick-em, là, présentement? Non, ce n'est pas un, mais tu sais, à moins 188 puis plus 162, tu sais, c'est quand même, on considère, on respecte les deux là-dedans, je trouve. Là. Mais, moi aussi, je pense que je passe là, sur celui-là. Là. Je pense que les affaires... moi, l'affaire que j'ai semi-aimé de Gaethje, c'est quand il y a un mois, ça a été annoncé. Puis il a dit qu'il y avait 2 rounds dans lui, puis si ça passait le 3e round, c'est sûr qu'il mourrait, genre. Puis il a dit qu'il était scared for his life, là, quelque chose genre, là, tu sais, c'était comme, OK. Mais moi, je pense qu'il disait ça, mais il pensait pas nécessairement, là, ouais. Puis c'est comme de dire que t'as rien à perdre quand tu t'en vas là-dedans. Tu sais, la chienne, puis tu
c'est juste de montrer ta faiblesse au monde. Puis moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'il est mieux d'être sous-estimé que surestimé. Ouais. Je pense qu'il a été smart là-dessus. Ouais. Hein? Ça fait un mois qu'il a dit ça. Fait que, tu sais, je pense que là, il a pu se préparer comme il faut. Mais il y a des photos de lui dans le countdown, mais man, il est rip, là, il est en forme de d'habitude, il est un peu fluffy fat là, dans ses combats, parce que lui, il veut pas couper de poids. Mais non, il a vraiment l'air en forme, il s'entraîne avec d'autres beasts, d'autres 155, 170 livres. Fait que ça là-dessus, je pense pas qu'il va. C'est sûr qu'il sera pas à son pic, mais il va être en forme. Excuse-moi, Olivier, d'avoir coupé. Je t'aime beaucoup. Non, mais non. Puis, je te pardonne. Mais je pense que les deux affaires à checker sur Gaethje, ça va être ses leg kicks. El Coco, il s'est jamais vraiment fait donner des gros leg kicks. Je pense que ça va être intéressant à voir. Les problèmes de genoux, là, je veux dire, lui, il a été blessé solide. Là. Ouais, en fait, c'est un miracle qu'il soit revenu. Ouais. Il y a des problèmes de genoux, je pense qu'il va se faire kicker beaucoup les jambes. Puis la grosse main arrière, que tu sais, on va se le dire, là, Tony a un petit problème de défense. Là. Mais si ça passe le 2e, 3e round, là, je pense que Tony va être difficile à finir rendu là. Puis même, ça va être difficile pour Gaethje de gagner. Là. OK. Ouais. Bon, moi, écoute, je vais y aller avec Gaethje. Puis là, Olivier, tu m'as demandé à ton podcast qui que je tripais comme fighter. Moi, je suis complètement dans le train à Justin Gaethje. J'adore ça. Depuis le début, c'est l'Arturo Gatti du MMA. Mais plus que ça, tu sais, comme après ces 2 défaites, il a fait comme OK, attends un petit peu, là, tu sais, je peux brawler, là, mais il faudrait que je le fasse intelligemment quand même. Puis il a comme vraiment ajusté son style. Puis c'est comme l'affaire la plus simple au monde, là, finalement. C'est comme leg kick, grosse bombe, takedown defense, tu peux pas m'amener à terre parce que je suis un lutteur. Ça a l'air niaiseux, mais c'est extrêmement efficace. Puis j'ai l'impression que, justement, là, contre Tony Ferguson, qui a des jambes qui ont eu en fait, que son genou qui a eu des difficultés, puis qui est quand même un peu ouvert de temps en temps. J'ai l'impression qu'on va avoir un beau gros KO, mais que ça sera pas facile. Je pense que Tony va lui donner des difficultés, puis que Justin Gaethje va revenir dans le combat, puis il va le mettre KO. C'est le feeling que j'ai. Puis moi, je fais partie de ceux qui pensent que Justin Gaethje, c'est lui qui pourrait le donner le plus de troubles à Khabib. Je pense pas qu'il pourrait le battre. Je pense pas qu'il pourrait le battre, mais c'est lui que je voudrais le plus voir contre Khabib. Tony Ferguson, ça fait longtemps, puis il le mérite, puis je veux voir ça aussi, là. Mais c'est mon feeling. Regarde, c'est mon feeling de fan et non de combattant. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Mais ouais, gros fan de Justin Gaethje, warrior mentality. Il a l'air vraiment tough mentalement. Il m'impressionne beaucoup, ce gars-là. Nice. Ouais, puis moi, je l'ai vu plusieurs fois en personne, là, puis il est pas petit. Justin, ouais, non, il est quand même gros. Puis non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il pourrait donner beaucoup de misère à Khabib. Ben cool, merci les boys. Je vous retiens pas plus longtemps, vous êtes vraiment généreux. Là. On a fait quand même pas mal de temps, on a fait tous les combats, c'était quand même une grosse carte. Fait que vous êtes vraiment fins. Je vous souhaite une bonne fin de confinement. Charles, je te souhaite de te battre sur Fight Island. Je veux voir ça, absolument. Yeah. J'espère que ça va arriver. Puis Olivier, ben écoute, je vais être là quand tu vas gagner ton million. Je sais pas c'est dans quelle année, mais je vais écouter ça. Je vais faire un gros party, puis ça va être... je suis le droit. Tu venir? Tu peux venir? Ouais, tu vas pouvoir venir avec ta BMW. Ouais, t'as vu ça, hein? Ben ouais, pas pire, tabarouette, t'as-tu. Tu fous, man, c'est pas à moi. Fake news. Non, c'est à mon oncle, man. Hey, non, c'est continué, man, c'est incroyable. Là. Sérieusement, je suis rentré là-dedans, t'as l'air d'être dans un vaisseau spatial. Mais bon, on en parlera une autre fois. Merci beaucoup de nous avoir invités, Guillaume. Ça fait plaisir de te parler. Oli, je te trouve vraiment traite de ne pas partager mon opinion sur les combats. On était d'accord sur Sam Alvé. Hein? On était d'accord sur Sam Alvé, le premier combat. Ah oui. Non, moi, je n'ai pas donné de pronostic. Les deux, on se fait crasser. OK, je vous laisse les boys. Olivier va te coucher. Là, t'es déjà installé. Là, fait que roll over un petit peu puis faire une petite sieste. Merci, boys. Bye-bye. OK, ciao. Ciao.